et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui découvre le cinéma, tous les cinémas, depuis son canapé bien au chaud. Salut Thierry. Salut Thomas. Aujourd'hui on a un choix très très large, un choix d'aventure. Vous savez que dans Claque on aime prendre des risques, n'est-ce pas Thierry ? On adore ça, prendre des risques, on adore faire des sélections un peu aléatoires sans trop savoir ce que c'est, juste sur la base de petites images qui nous appellent. C'est ça, et là on a pris des gros risques, là on se jette vraiment dans l'inconnu, on fait fi des préjugés et on se lance à corps perdu dans tous les cinémas, avec cette semaine la suite d'une comédie culte 30 ans après. 35, ouais, plus de 30 ans après. Ouais, c'est ça, c'est 33 ans exactement en fait, si voilà. je veux être honnête. Voilà. Un film allemand fauché en plein tournage, et un film danois de 1920 muet sur Netflix. Alors ça franchement, celle-là sur un bingo, je pensais pas qu'on la sortirait un jour. Merci MK2 ou pas, je sais pas. J'ai pas non, vu le c'est pas Sylvain. MK2. Non. En fait, ça aurait pu. Non. C'est une alliance avec le cinéma, enfin le CNC entre guillemets, enfin ceux qui gèrent le cinéma de patrimoine du Suède. Ils ont fait un petit contrat entre eux, puis ils ont récupéré une centaine de films de Suède de toutes les époques. C'est plutôt sympathique. C'est pas un film danois ? Non, suédois, mais ça se passe au Danemark. Ça se passe au Danemark. C'est un réalisateur. Le réel est danois, hein ? Ouais. C'est ça, quand même. Mais sur les sites, c'est écrit suédois. Enfin, je sais pas. Ah non, mais le film est suédois par contre, mais l'auteur est Le danois. réel est danois. D'accord. C'est ça ? Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en gros, c'est plein de films suédois qui ont été restaurés et qui font partie d'un petit délire et qui a été, on va dire, signé par Netflix. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est assez surprenant. Ben, ça fait partie des nombreuses surprises sur Netflix. Alors, c'était un film suédois et non pas suédé, comme dans Big Can Rewind. Je confirme bien, il y a ça, même si tu sais, il y a plein d'invasions en Europe un petit peu partout. Notre cher Karl Theodor Dreyer est né à Copenhague, donc on peut pas trop se tromper, et Copenhague n'a pas encore été annexé par la Suède, même si c'est juste à côté. Hein. On n'est pas à l'abri d'un changement géopolitique. On n'est pas à l'abri d'un changement. Non, mais ils se ressemblent tous, là, tous ces vikings, là. Ouais, non, mais c'est ça. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Ah, bravo. Oh là là. Bon, c'est mangeur de harengs. On reparlera de harengs. Cette semaine, on parlera donc, vous l'avez compris, de Un prince à New York 2 sur Prime Video, The Invention of Love sur Outbuster et de la 4e alliance de Dame Marguerite sur Netflix. Un programme très varié. Avec nous, je ne suis pas seul avec Thierry, vous les avez entendus. Avec nous, le prince de la comédie, c'est Marwan. Hey, c'est moi. C'est une voix de clown pour bien commencer. Hey, c'est moi le clown. C'est bon, c'est parti. Ce qu'il y a de bien avec cette voix, c'est que t'es entre le clown drôle et le clown de ça, tu vois, on est bien. Tu vois la semaine dernière, en fait, les gens ont fait des remarques comme quoi, justement, Yassa rigolait beaucoup moins. Ils se disaient, putain, c'est quand même bien sérieux. On a réussi à trouver un espèce d'équilibre avec ses absences. On en a la preuve, là. On sait pourquoi, en fait. Le problème, c'est Marwan. Un accent, tu vois, beaucoup. Et l'idée, c'est que je fasse un accent et vous en dites ce que vous voulez. Genre, vous pouvez dire c'est un accent de là-bas et tout. C'est un accent indéterminé. Donc, voilà. C'est mon technique comme ça qui est à l'œuvre. C'est beau. C'est vraiment beau. Une émission de claque sans les rires de Yassa, c'est comme un film sans bande-son. Hein. Il manque un peu quelque chose. Yassa, salut. Salut les loulous. Il n'y a pas que Marwan qui a le droit à des intros changés, hein. J'imagine trop quand elle écrit ça, genre avoir les deux doigts levés, deux index. Salut les loulous. Et puis mais oui, mais c'est vrai. Et ouais, je suis profiler. Comment tu sais ? Profiler de ça. Caméra ou pas, génie invétéré, comme tu veux. Je préfère ne pas savoir en vrai. Oui, il faut mieux en vrai. Il faut mieux pour toi. Sinon, je t'arriverai plus à dormir. J'aime ma tranquillité d'esprit. Waouh. J'imagine trop Thomas en train de te dire, mais qu'est-ce qui se passe là ? J'aime bien parce que les deux autres, ils se sont tus, ils nous ont laissé partir dans le délire. Ah oui.
Bon, Mais C'est bande de vraiment un voyeurs. Bon, on a fait 1h10 d'enregistrement la semaine dernière. Cette fois-ci, j'y crois moyen. Non, t'inquiète, hein. Faut y aller, hein. Allez. Donc vous voyez, on est dans les starting blocks, on est prêt, on est chaud pour un programme très riche et varié et plein de surprises. Oh oui, plein de surprises. Si vous êtes là, c'est que vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. On commence tout de suite. You must heed my words before I'm gone, my son. Now, you will be king. But the throne must pass to a male heir. Hakim, it appears you have a son who must be found. Prepare the royal jet. We are going back to America. Oh, hell no, Your Majesty. Come on! Oh, s'ils vont y retourner en Amérique. Oh oui. Un prince à New York 2, Coming to America 2. Un film de 2021 d'1h50, un Prime Original, magnifique, 33 ans après Un prince à New York, Coming to America, film de 88, film avec en grande star Eddie Murphy, oui, en prince Hakim, et à ses côtés, toujours, son fidèle ami Arsenio Hall qui joue Semi. Alors je dis il joue le prince Hakim et son alter ego, mais en fait ils vont jouer plusieurs rôles, plusieurs sketchs, plusieurs personnages qu'on va revoir dans ce deuxième épisode. Avec également toute une flopée de guests, des seconds rôles dans tous les sens. Ils sont beaucoup. On peut citer notamment Wesley Snipes dans Les Nouveaux Arrivants. Qui va jouer Il m'a tellement fait rire, en vrai. Qui va Sa gueule, jouer dans le film. le seigneur voisin, qui joue le général Easy, qui est une sorte de seigneur de la guerre local, qui veut marier son fils à la fille d'Eddie Murphy. Voilà, et qui est aussi, si vous vous souvenez du premier film, qui est le frère de l'épouse qui était promise au prince dans le premier film, celle qui sautait sur un pied en faisant le petit chien. Si vous vous souvenez. Bah, en fait, je me souvenais tellement pas du film que moi, j'ai d'abord revu le premier avant de m'attaquer au deuxième. Le prince Hakim est maintenant roi, enfin va devenir roi, puisque son papa va passer l'arme à gauche. Il est maintenant lui-même papa de 3 filles, mais il n'a pas d'héritier mâle. Et c'est une monarchie, primogéniture mâle, tout ça, donc il a besoin d'un héritier. Et il se trouve que dans une des scènes coupées du 1, visiblement, il aurait fait crac-crac avec une gourgandine du Queens, et donc il retourne aux États-Unis pour aller chercher son héritier. C'est un peu plus que ça, c'est un peu moins que ça, c'est prétexte à des sketchs, à des rappels de sketchs, on va dire. Que des rappels, oui, clairement c'est le terme. Qui se lance à l'assaut de cette comédie royale? Est-ce qu'on est sur la reine des comédies ou au contraire, ou sur une bouffonnerie du roi? Bah, je peux commencer ou si le clown peut commencer, hein. Oui, très bien. Le roi de la comédie, Marwan, je t'en prie. C'est Bozo Marwan, tu vois. Et okay, ouais, en réalité, quand j'ai regardé, c'est bon, c'est terminé. Je l'attendais tellement pas. Pareil, c'est ça quand tu parles sans réfléchir. Mais c'est comme un prince à New York 2, ils ont fait le film sans réfléchir et puis ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait après. Et c'est un peu l'idée que j'en ai eu, c'était quand le premier était vraiment sympathique. Je l'avais vu peut-être gamin, mais j'en avais bref souvenir et je pensais que ça allait pas être très très bien ou j'allais pas forcément accrocher, mais en réalité j'ai passé un agréable moment dans le sens où il y avait quand même un sens léger certes, mais présent et agréable de réalisation, de mise en scène. Et puis je trouve qu'il y a un humour assez dense et travaillé qui montrait, je trouve, le stand-upper, le mec à sketch qui était Eddie Murphy. Et faut savoir que John Landis et Eddie Murphy ont plusieurs fois collaboré ensemble et que pour le coup on sentait qu'ils se connaissaient bien et c'était leur deuxième film. Et même si dans celui-ci c'était plus compliqué, ils sont un peu embrouillés, bah, on sent quand même qu'il y a pas mal de génie. Et le truc, c'est que dans Un prince à New York 2, il n'y a plus grand chose. C'est un peu un rappel
non exhaustif de ce qu'a été le premier, avec des blagues remises au goût du jour, mais sans forcément le talent. Et je m'en suis rendu compte en comparant juste deux scènes. C'est des scènes, tout court, c'est même pas de l'humour, hein. C'est des scènes d'ouverture où ils se battent au bâton. Dans la première, ça se voit, c'est assez agréable, mais même si on note pas, c'est une scène à la con, ils se battent. Mais dans le 2, la scène de baston avec les bâtons, c'est juste épileptique. J'ai eu terriblement mal aux yeux et j'ai dû faire pause, attendre 3 heures pour revoir le film, tellement que j'avais encore des rayonnements dans les yeux qui tapaient, de coupes de plomb qui avaient rien à voir entre eux. C'était n'importe quoi. Et le film, c'est un peu ça, c'est un peu un n'importe quoi qui voulait juste, je pense, se faire du fric. J'ai eu l'impression que c'était vraiment ça l'intention principale. C'était juste pour essayer de rentabiliser sur un film qui a fonctionné il y a de ça plus de 30 ans. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais, c'est des déceptions. Alors, je l'ai pas dit, mais à la réalisation, on a Craig Brewer, Brewer, qui était à la réal de Dolomite Is My Name, qui avait signé C'est ça. justement C'est sympa. le retour C'est vraiment d'Eddie sympa. Murphy récemment, et qui était plutôt une bonne surprise. Bah, moi, c'est là-dessus que j'allais partir. En fait, c'était l'angle que j'allais utiliser. Ben vas-y, t'en Parce prie. que, justement, moi, en fait, alors, j'aime pas Un Prince à New York, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, en fait. J'ai dû le découvrir l'année dernière et j'ai détesté le film, mais toujours en admettant que, en le recontextualisant, il m'aurait peut-être charmé. J'ai trouvé que l'humour était dépassé. Il y avait beaucoup de trucs qui me dérangeaient, mais qui font partie aussi des années 80, qui font partie de plein de trucs qui m'ont franchement fait chier. Mais voilà, que peut-être avec moins de conscience de certaines choses, j'aurais apprécié. Quand j'ai vu Dolomite Is My Name, j'étais très content. J'ai trouvé que le film était assez rafraîchissant. Il est très académique, mais putain, ça rend un hommage à la blaxploitation de manière vraiment cinglante et bien foutue. Je pense que j'avais jamais vu un film qui en parlait aussi bien depuis limite Jackie Brown, quoi, tu vois, donc ça date. Et du coup, quand ils ont annoncé que justement ce mec-là allait faire Un Prince à New York 2, bon, j'étais pas ravi parce que je me suis dit, bon, c'est la suite d'un film que j'apprécie pas, donc en soi, je suis pas très excité à l'idée de le voir, mais pourquoi pas? Peut-être que justement, il va réussir à réintégrer aussi des problématiques modernes là-dedans et tout ça. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'est un trip régressiste, mais de fou. T'avais des gens qui ont. T'as quelqu'un qui a nommé sa critique, je sais plus comment c'était, c'est est-ce que les boomers vont aimer? Et clairement, moi, c'est comme ça que je me suis senti. J'étais là, je fais. Non, mais enfin, là, ils sont en train de ressortir les vieilles, les blagues pour les darons de 50 balais qui se sont poilés devant le premier et qui sont en mode ah, on peut plus rien dire. Bah, si, regardez, on peut tout dire. Et pour autant, il y a des passages que j'apprécie, même dans des blagues totalement vaseuses. On parlait de Wesley Snipes. C'est le seul truc qui m'a fait pisser de rire. Wesley Snipes qui est en train de se dandiner et de mimer le membre masculin en lui disant si tu n'as pas de zizi, tu n'as pas la royauté, avec un accent que j'imagine comme ça, que j'imagine avec le doubleur d'Eddie Murphy là, que j'essaye pitoyablement d'imiter. Oui, alors le pauvre doubleur, ouais, ça, je voulais en parler aussi, on reviendra, mais oui. Tu l'avais en français ? Ben, alors, le doubleur officiel, il est mort. bah oui. Ed Hondo, il est mort en 2019, alors il pouvait pas doubler ce film, hélas. Donc oui, non, je l'ai pas vu en français, du coup. Je l'ai pas vu en français parce que c'est pas pareil. Non, je l'aurais pas maté en français quoi qu'il arrive de toute façon, hein, mais voilà, enfin, tu vois, ouais, si Wesley Snipes avait été doublé comme ça m'aurait fait rire. Et je trouve qu'il est à fond dans son rôle. Je pense je sais pas s'il a conscience qu'il est, enfin, certaines scènes dans lesquelles je l'ai vu, j'ai trouvé ça malsain à souhait, mais le mec est à fond, il est hyper expressif, il a un regard de fou, tu sens qu'il s'éclate, et il était déjà très bon dans Dolomite Is My Name, donc ne serait-ce que pour les passages de Wesley Snipes et son apparition dans le film, c'est ce qui m'a fait un peu lever la tête en mode « Ok, ça c'est sympa ». Et voilà, quand on le voit qui compte des espèces d'histoires pour enfants remaniées à la gloire du pays, à son armée et tout. Oui, ça m'a fait rire, quoi. J'étais là, putain, c'est ça que j'ai envie de voir, quoi. C'est même pas ça, c'est il lit des histoires pour enfants à des enfants soldats. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire d'éléphant et de crocodile, puis après il ferme le bouquin. Bon allez, maintenant vous allez jouer avec des grenades et des Des kalachnikovs. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Et en fait, moi j'ai beaucoup pensé à un film qui me fait rire. Alors attention, des fois je me fais des amis quand je dis ça. Ça m'a fait penser au crocodile du Botswana et à ce que fait Thomas Njijol en fait, à se moquer justement de ça de manière pas forcément pertinente, mais en mode on va dans l'humour à fond la caisse et on y va et on se fout complètement de votre gueule. Et j'ai trouvé que Wesley Snipes était dans cette espèce de registre. Donc ça m'a fait marrer. Mais au-delà de ça, tu parles tu parles justement de la scène coupée. Bon, en réalité c'est un espèce de faux flashback où ils utilisent des plans du premier avec des contre-champs dégueulasses là pour montrer qu'il y a eu. Non, avec un deepfake aussi. Enfin, j'ai pas eu l'impression, moi. Il était très rajeuni. Il était rajeuni. Si. Et virtuellement. En plus, en fait, et s'ils l'ont fait, ouais, ça se voit. Puis même le grain a disparu. Sur le moment, ça m'a pas dérangé. J'ai cru qu'ils avaient vraiment utilisé des plans du premier et qu'ils avaient juste modifié les contre-champs, en fait.
et qu'ils avaient fait de l'incrustation numérique des autres personnages. Putain, c'est fou qu'il y ait eu un deepfake. Je l'ai pas tant remarqué, ça m'a pas. En même temps, le flashback est pas long. Mais par contre, ça je dure trouve quelques secondes. Hein. Ultra malsain. Enfin, tu vois, on a déjà parlé de Philippe Lachaud. Il y a 36 000 blagues homophobes pendant ce flashback. Enfin, c'est bon, c'était saoulant, quoi. Le côté, ah, tiens, je t'ai trouvé une femme. Oh non, c'est un mec déguisé. Oh là 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 là, fillon. Ah, mais oh ça, non, pas un gay. c'est un sketch de 88. Ouais, mais c'est ça le problème en fait. Film. C'est un sketch de 88 en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le premier film, ces sketchs-là m'ont dérangé, mais je me dis, je le regarde avec mon œil d'aujourd'hui, faut laisser passer, c'est comme ça. Mais par contre, voir ça en 2021, ça m'emmerde. Et le fait qu'il pose pas de recul et qu'il se permette ce genre de blague me fait chier. Et l'autre truc, et après je vais laisser la parole, parce que le bâton de la parole n'est pas qu'à moi, mais c'est le côté en fait sous-progressiste du film, quoi. Le premier dérange énormément, mais une fois de plus, c'est un truc de son époque, sur cette espèce de personnage là qui est donc la nana d'Eddie Murphy, là. Ce que Léo appellerait, et je pense très justement, la Manic Pixie Dream Girl, c'est ça, je crois que c'est ça le terme, de cette nana qu'on te fait croire qu'elle est forte, mais en réalité, elle finit quand même par accepter le mariage, se barrer, lâcher toutes ses ambitions pour aller devenir une reine en Zamundi, là. Et du coup, ils nous font le même truc, ils nous font en mode mais tu vas devenir un roi progressiste et tout ça pour nous faire bah non, t'es exactement ton père, il n'y a pas eu de progression parce que t'as vécu sous le joug des lois et tes traditions et tu les as pas fait changer et il est temps pour toi de le faire. Donc ça sert à quoi de faire une suite 30 ans plus tard pour dire absolument rien n'a changé, il a rien apporté, il a rien fait. Je sais pas, c'est pour faire exactement le même film, quoi. On retourne voir les gars dans le salon de coiffure, on refait le même film en fait. C'est assez pitoyable, il y a pas la moindre idée, quoi. Je suis pas complètement d'accord. Alors, je suis d'accord qu'il y a la patine des années 80. Enfin, oui, c'est un film qui arrive pas à se défaire du premier. Il y a un semblant de progression quand même à la fin, mais bon, oui, effectivement, c'est au milieu de tellement de lourdeur que je sais pas si vraiment elle ressort tant que ça. J'ai envie de me tourner d'abord vers Yassa avant de donner mon avis. À vrai dire, je suis assez partagée parce que, ayant revu le premier juste avant de voir le second, j'étais un petit peu comme Thierry, dans le sens où les idées, les dialogues et certaines choses qui sont véhiculées sont complètement passées de temps, passées de mode. Et c'est vraiment éculé, quoi, comme discours. Et à la fois, il y avait ce petit recul quand même, parce que ça reste une comédie où à la fois on le prend pas au sérieux, à la fois le film ne se prend pas trop au sérieux, mais ça, c'était vraiment au tout début du premier film. Là, par contre, avec le second, je pense que d'entrée de jeu, en fait, le film ne se prend pas au sérieux. C'est-à-dire que vraiment, je voyais tout ce qui n'allait pas, beaucoup de choses que vous avez mentionnées, mais en fait, j'arrivais quand même à en rire, parce que j'avais l'impression que le film, tout en sachant qu'il faisait la suite du premier, savait que ça n'allait peut-être pas être à la hauteur des espérances des téléspectateurs, enfin des spectateurs, et qu'en fait il y a quand même eu ce petit recul sur. Il y avait des blagues dans le premier qui passaient pas, pour moi vraiment je riais pas, quoi. Et dans le 2, plusieurs fois j'ai ri. Et du coup, je me faisais la réflexion en me disant qu'est-ce qui a changé, quoi. Pourquoi je ris plus ici alors qu'on s'attendrait au contraire, hein, un petit peu. Et je pense que c'est justement parce que il y a cette grandiloquence, il y a ce clownesque un petit peu qui transparaissait dans le premier, qui a été totalement accentué dans le second. Et les gars, ils se sont dit, en fait, ouais, vas-y, on s'en fout, on fait la suite, on veut se faire plaisir, et puis ça marche, et puis ça marche pas, peu importe, quoi. Le problème étant que j'ai plus eu un souci avec le traitement des personnages féminins, parce que soit on essaye de nous les vendre comme des strong independent women qu'elles ne sont pas vraiment, ou qu'elles sont à moitié. Je veux dire, Lisa, elle gueule sur son mari, elle le gronde et elle le congédie de la chambre. Bon ben voilà, c'est tout ce qu'elle a fait du film. T'as bu des shots aussi, oh. Voilà. La faire revenir pour ça, c'est triste. Ouais, sa fille, je veux dire, le gars, il a 3 filles. Je pense qu'en 30 ans, il a quand même eu le temps le gars est quand même parti à New York pour ne pas avoir à subir un mariage forcé.
on penserait qu'il aurait des mœurs un peu plus évoluées, un petit peu plus un peu moins patriarcales, alors que pas du tout quoi. Et ça c'est vraiment le point qui m'a dérangé. Et pareil aussi, ça reste encore cette histoire de je marie ton fils avec ma fille, puis ma fille avec ton fils. Enfin, et puis on essaye d'accepter, mais en même temps ça n'accepte pas. Ils savent pas trop sur quel tableau jouer, et les dialogues ne sont pas assez construits, ne sont pas assez forts pour faire passer ce message. C'est un dialogue un petit peu, voilà, c'est du yaourt quoi. C'est du vu et revu. C'est des slogans qu'on entend dans des manifs presque quoi, à la limite. Du coup, ça c'est vraiment le point sur lequel j'ai eu un gros souci. Dans l'ensemble, franchement, j'ai plutôt apprécié parce que, déjà, ne serait-ce que le début du film, les CGI du château est super parce que dans le premier, on voit que il y a la vraie cour et les gens qui marchent, mais derrière c'est du carton, c'est vraiment un décor, quoi, c'est un carton, ça fait très mal aux yeux. Il y a une évolution. Les lions étaient pas mal faits, les éléphants aussi. Alors les lions sont pas mal faits, mais par contre les gnous sont affreux quand ils courent derrière. Oui. Non, ça va. Mais tout le budget est parti dans le lion. Voilà, je veux dire, c'est pas un film comme Un prince à New York 2 que je vais demander d'avoir un propos pertinent et porteur de sens. Donc, il est ce qu'il est, quoi. C'est une comédie potache et voilà, quoi. On va pas non plus lui demander trop pour ce qu'il est. Donc, c'était pas mal. C'était pas mal. Non, mais oui, c'est vrai qu'on peut pas s'attendre à un film sérieux quand tu vois Wesley Snipes et ses soldats Kalachnikov qui dansent dans la cour du palais. Bon, tu sais que c'est un film. Voilà, tu sais qu'on n'est pas là à se prendre au sérieux ni à chercher la cohérence de quoi que ce soit, parce que quand même, ce royaume de Zamunda, c'est quand même un château au milieu de la jungle. La savane, ouais. De la savane, ouais, mais oui, il y a la forêt, il y a ouais. Et donc oui, donc économiquement, on se demande comment marche le pays et d'où est-ce qu'ils sortent tout ce pognon, si ce n'est qu'ils ont pillé tout le pognon du pays, mais ça, c'est encore un autre débat. Ils n'ont que des éleveurs de chèvres, parce que dans le premier, ils racontent ça. Ça doit être ça. Non, alors moi, je suis comme vous. J'ai revu le premier pour me mettre dans le bain, et le premier, c'était j'avais oublié beaucoup de choses du premier, et j'ai trouvé ça très agréable. Je trouve qu'il a plutôt bien vieilli, bon, mis à part évidemment l'évolution des mœurs. Et bon, et j'arrivais confiant, moyennement, mais allez, je voulais y croire surtout avec justement le réal de Dolemite qui reprenait la réal, et en fait non, je suis déçu parce que ce que j'ai vu, c'était un film de production, c'est ça. J'avais l'impression de voir un croisement entre Les Bronzés 3 et Astérix aux Jeux Olympiques. C'est non, mais dans le sens, on fait venir les copains, donc évidemment tout le cast du 1 est là, il est réinvité, plus d'autres guests, parce que voilà, ça fait plaisir. Bon, il y a des placements de produits dans tous les sens. Je crois que scène 2, on a un placement de produit Pepsi dans le faux McDo. C'est ça. Je vous parlais du lion en CGI, mais on voit beaucoup plus le puma sur le survêt de la fille que de la princesse que le lion. Bon, c'est plein d'exemples comme ça avec des placements dès qu'ils peuvent, et j'avais l'impression de voir plus un show qu'un film en fait. C'est totalement ça. En fait, le mariage au début et tout ça, enfin l'anniversaire au début, c'est fou. Et alors en plus, tu parles de guests, enfin je tiens juste à le préciser parce qu'on parle de Morgan Freeman, on parle de tout ça, des gens qui sont habitués à faire des caméos, ils arrivent quand même à ramener l'impératrice, quoi. Ils ramènent Gladys Knight, et ça, c'est pas dégueulasse, quoi. Tu ramènes l'impératrice de la Soul dans ton film, putain, ça a de la gueule, mais quoi. Mais je pense que tout le budget a été dans les guests, parce que en vrai, il repart à New York, mais tout ce qu'on voit, c'est le salon de coiffure, et c'est une rue dans le Queens, quoi. Je veux dire, et voilà. Tout le reste se passe dans le château à Zamunda, quoi. Donc en vrai, on voit pas grand chose. Les décors, c'est mort. C'est ça, ouais, c'est Coming to America 2, mais en fait, ils font juste un aller-retour et on voit juste un petit plan dans le salon de coiffure pour revoir les mêmes persos de la fois d'avant. Alors, je connais pas l'historique précisément, je sais pas si c'était des persos du Saturday Night Live ou je sais pas si c'était des persos récurrents. C'est Eddie Murphy et Arsenio Hall qui jouent tous les persos dans le salon. Quasiment, ouais, c'est ça. Ils ont aussi un pote aussi qui joue, mais ils font aussi d'autres rôles. Ils font aussi un pasteur, le pasteur un peu, oui, c'est ça. Un peu pervers. Il y a aussi un chanteur de soul raté. Il joue aussi, ouais, il joue plusieurs persos. Ouais. Et d'ailleurs, on revoit ces persos-là, mais exactement les mêmes persos, et il n'y a pas de nouveaux persos qui viennent, titiller un peu, c'est ça, et on recycle les sketchs, on les remet au goût du jour, donc le sketch qui faisait frémir, le sketch du bain, avec
Voilà, avec le harcèlement sexuel institutionnalisé, là pour le coup, c'est vraiment ça. Qui est retourné pour qu'il soit un peu plus acceptable et qu'il fasse un peu sourire. Pour C'est peu qu'on puisse gerbant, sourire là-dessus. c'est C'est gerbant. quand même avec gerbant. avec l'autre qui lui dit retourne-y, parce que dans le premier film, il lui C'est dit ça. pas retourne-y, c'est juste banalisé en mode elles sont habituées à faire ça. Là, c'est quand même la nana, non, c'est bon, maintenant que tu m'as bien nettoyé, t'y retournes. C'est chaud quand même. C'est ça, c'est. Et c'est oui, censé faire rire, c'est ça le problème. D'autant que dans le premier, c'était un prince naïf qui en profitait pas. C'était son père qui lui disait ah bah oui, moi à ton époque avec le bain j'en profitais, alors que le prince il ne faisait, enfin visiblement, comme il le présentait comme quelqu'un de naïf. Et de Surtout plutôt que pur. normalement, Lisa, selon lui, était la seule femme qu'il avait connue. Il se rend compte par un concours de circonstances que c'est pas le cas. Et il était même pas conscient de ce qu'il a fait. Donc, Ouais. oui. Donc ça, oui, c'est vrai qu'il y a un côté pervers, il y a le côté, c'est ça, les blagues de cul, les allusions sexuelles, en veux-tu, en voilà, partout, tout le temps, dès que c'est possible, entre deux placements de produits. Enfin, c'est vrai que c'est un humour qui est, bon, dans les années 80-90, ok, hein, c'était... les grosses têtes faisaient passer sur TF1 à heure de grande écoute, hein, en prime time, mais bon, ça c'était dans les années 90. Voilà. Ouais, non, ils arrivent pas à s'extirper du truc, donc ils se disent qu'ils vont pas faire le même film en se passant tout à New York, du coup, ils font tout à Zamunda, mais ils refont les mêmes sketchs, ils reprennent les mêmes persos, et puis c'est les mêmes problématiques du perso qui se demande s'il va aimer... le mariage de la princesse du royaume voisin qui est une super bonasse mais qui n'a rien dans le citron et qui et aucune personnalité visiblement, donc c'est super valorisant aussi comme image ça aussi, hein. Mais c'est totalement Et, absurde. Mais je suis pas si sûr que ça. Enfin bon, vas-y. Non mais je voulais juste dire c'est totalement absurde en plus cette histoire de princesse parce que en fait étant donné que son père est un seigneur de guerre et qu'elle doit avoir un petit peu plus de jugeote que ça, quand elle agit comme la princesse qui devait épouser Eddie Murphy, en fait c'est juste un jeu, tu vois, genre c'est pas non plus et oui, à la fin, mais en plus à la fin quand on la voit, elle a l'air quand même elle a l'air d'une meuf intelligente quoi, tu vois. Tu parles non mais du d'ailleurs premier, il y a un coup de baguette magique à la fin, c'est un coup de bâton d'ailleurs, ce sont les filles qui tabassent Wesley Snipes avec des bâtons parce que c'est ta gueule magique hein, ouais, c'est ça, et donc c'est un coup de baguette magique, du coup Wesley Snipes qui passe de seigneur de la guerre à seigneur marchand et tout le monde est bien et on te fait de la diplomatie. Ils nous ont fait une Rosamund Pike et Peter Dinklage. C'est ça. C'est ça. Quoique j'ai changé d'avis par rapport à la semaine dernière, mais sur le film, je pense que la scène de fin de I Care a Lot n'a pas été rajoutée comme ça par hasard, mais ça c'est encore un autre débat et c'est pas l'idée du jour. On en parlera. Peut-être en bonus, vois, on verra. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu disais, il y a ça en fait, je comprends ce que tu dis quand tu dis que justement c'est en même temps on s'attendait à quoi, faut pas en exiger grand chose. Et c'est en fait je trouve un raisonnement, alors je ne t'accuse pas de toxicité, mais je trouve que c'est un raisonnement qui est dangereux en fait, parce que justement c'est un film ultra grand public qui va parler à une frange de people, une frange de personnes qui a un certain âge, qui ont kiffé le premier, qui ont clairement besoin d'être éduqués sur beaucoup de sujets. Donc s'il y a bien un film où il devrait faire bien attention au discours qui balance, c'est bien celui-là justement. Je suis totalement d'accord, mais ça veut pas, mais ils le font pas. Ouais, mais il y a plus de chances, mais il y a plus de chances qu'ils n'y arrivent pas plutôt qu'ils y arrivent. Donc non mais c'est quand tu dis que on a rien à en exiger. Justement, si on devrait exiger de ces films-là d'être beaucoup plus didactiques et d'être beaucoup plus conscients de ce qu'ils font. Ils peuvent faire des blagues, y a pas de souci, on peut tout à fait rire de ces choses-là si on le fait intelligemment. Mais par contre là, je trouve que ça c'est tellement régressiste quoi. Enfin, même t'as quand même le côté, tu vois, ils nous font une espèce d'arc avec sa fille qui veut avec sa fille qui aimerait bien reprendre le royaume, mais vu que c'est un garçon, et là tout à coup pof, Lisa existe, elle lui gueule dessus alors que il y a quand même 30 ans où elle a rien dit et qu'elle a quand même eu conscience d'être dans un endroit où elle n'était pas du tout en accord avec ses valeurs, mais elle a fermé sa gueule, hein. Là tout à coup ça la concerne, donc elle gueule, et sauf qu'au final la seule raison pour laquelle il finit par se dire bon je vais peut-être accepter finalement que ma fille commence à prendre les rênes du truc et tout, c'est parce qu'il a pas le choix. Il a pas de prise de conscience, ce perso, il évolue pas. Il y a pas de prise de conscience, il y a rien, c'est juste en mode ah bah mon fils veut pas. Bon bah allez, d'accord, on va peut-être réfléchir à la fille et on va dire que je suis progressiste. C'est chaud quand même de nous balancer ça. C'est exactement ça. On a vraiment l'impression que ça a été écrit sur comment dire ça, sur une serviette de restaurant l'un des scénaristes on a de l'argent à se faire. L'un des scénaristes a 73 ans, hein, je veux dire ça. Je veux pas dire, hein, mais. Ah bah, dans un resto, c'est ça. Bah, c'est non, un mais jeune, peut-être quoi. ça veut dire plein de choses, quoi. Mais aussi, je veux dire un truc par rapport à ce qu'a dit Thierry. C'est vrai qu'en réalité, ce film a beaucoup de. Enfin,
a une visibilité qui est assez grande dans le sens où la communication a été assez impressionnante d'une certaine manière. T'as C'est vu que, la page, gros, ils ont pris... la page d'Amazon? Oui, Il y a que celui-là par déjà, Oui, ouais. déjà. Et puis aussi, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui, on va dire, des influenceurs et des gros guillemets, à plus d'1 million de gens sur Instagram faisaient exprès des vidéos qui étaient payées par Prime, des sketchs à la con, qui étaient vraiment exprès, qui étaient faits exprès pour faire la promo du film. Il y avait vraiment un travail de promotion qui est assez impressionnant, même à travers des jeunes. Vu que Instagram enfin, rassemble davantage les jeunes. Mais oui, mais c'est ça qui peut être dérangeant, c'est que là, ça en parle pour les jeunes, mais avec un humour assez régressif. Même l'humour, encore une fois, comme tu disais, l'humour pouvait être limite, mais en étant bien écrit. Mais le problème, c'est que rien n'est écrit et c'est dommage. Et encore une fois, on voit la différence, c'est que la réalisation et l'écriture peinent beaucoup, alors, contrairement au premier. Tu vois, encore une fois, on parle d'époque et par rapport à certaines sketchs et tout, mais là, on voit que réellement, c'était juste, à chaque fois qu'il y avait une blague, c'était parce que c'était pour faire une référence au Ouais, premier. c'est Donc, ça. des fois, ça n'avait aucun intérêt. Ou bien c'est juste parce que c'était, on dirait limite, j'avais l'impression qu'un one-man show d'Eddie Murphy aurait été suffisant pour faire une suite et non pas un film entier. Mm. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est assez dommage dans un sens d'avoir voulu en faire un film. Mm. Mais après, je pense que les idées principales étaient de juste de se faire du fric parce que comme Dolomite a plutôt bien fonctionné, bah, ils se sont dit qu'il y avait un moyen de se faire un peu de sous en plus. Et là, pour t'appuyer, en plus, c'est que le seul truc qui marche, le seul sketch, le seul humour qui marche, c'est la nouveauté. C'est Wesley Snipes qui arrive, qui apporte quelque chose, qui Ouais. apporte de la fraîcheur, Ouais. qui apporte de la déconne, qui apporte quelque chose de nouveau, qui est pas enfermé, qui n'a pas la pression du numéro 2 derrière lui, quoi. Bah, C'est ouais, vrai. c'est Puis là, ça, c'est vrai il que- sort de Zonzon, il reprend sa carrière. Hein. Après, c'est plus l'acteur que. C'est ça qui est terrible, c'est que Oui. le rôle en tant que tel, et je pense que c'est ça qui est pire, encore une fois, c'est que Ah oui, c'est plus l'acteur le sauve, cabotinage. Ouais. C'est- l'acteur sauve un personnage qui n'existait pas à la base. Oui, ça aurait été quelqu'un d'autre, il y aurait peu de chances que ça marche, oui, effectivement. Pour ça. Mm. Mais bon. En tout cas, on a fait l'effort de voir ce truc. On sait jamais, hein, ça pouvait être bien, mais malheureusement, ils ont décidé de garder un scénariste de 75 balais, comme dit Thierry. Et ça, c'est, je trouve, une erreur un peu Ils sont bête. 3, hein. Il y en a un qui a une quarantaine d'années et il y en a un qui a visiblement, je crois là j'ai dit Murphy, c'est pas nommé, mais il a l'air d'être de la même époque. Et voilà, donc ils sont 3 après, hein, mais putain, 3 Ouais. pour faire ça, c'est triste. C'est Vous ça, faites du c'est ça. jeunisme. Bon, si 70 ans, c'est pas assez vieux pour vous, on va partir en 1920 en Scandinavie. Voilà, on quitte l'Amérique et l'Afrique, on part pour la Scandinavie en 1920. Voilà. Ah mais c'est vrai. Ah mais j'avais J'aime- complètement zappé. Je me disais pour pourquoi que ça j'ai se lance proposé pas. ce film. C'est juste pour ça que j'ai proposé ce film. C'est juste pour ce moment-là. Ah, bah, en le mentionnant, je suis là. Vous avez reconnu, c'était un extrait de La 4e Alliance de Dame Marguerite. Film donc scandinave de 1920 de Carl Theodor Dreyer. Donc La 4e Alliance de Dame Marguerite, Prastankan, visiblement en VO, enfin, en titre original, avec Hildur Karlberg en Dame Marguerite et Narod en Sofren et Greta Almroth en Marie. C'est l'histoire d'un jeune homme, Sofren, qui désire être le pasteur du village, puisque son prédécesseur est décédé. Le seul petit souci, les seules petites conditions, c'est que pour prendre la charge de prêtre, de pasteur, il faut épouser sa veuve, Dame Marguerite, voilà, qui n'est plus toute jeune, cette honorable personne. Hélas, notre ami Sofren est déjà fiancé à une jeune femme, et il est donc torturé entre son désir de carrière et son amour. Il va pas être torturé longtemps, le gamin, mais bon, c'est le début du film. Film muet, voilà, donc zéro son, pas de musique, rien. Film restauré également, dans une très très belle qualité d'ailleurs. Très très belle qualité de restauration, magnifique. Très, très beau. D'autant que le négatif a disparu après la restauration, c'est ce qu'il disait. C'est ça, ça a été restauré à partir d'un négatif et d'un positif du film. Heureusement qu'ils ont eu le temps de le faire, quoi.
C'est ça. Et donc Ouais. c'était vraiment magnifique. Quel est votre avis sur ce drame scandinave? Qui veut la charge de prêtre du podcast? Bon, Bah, ça Thierry, l'exclut déjà, hein. Ça peut être prêtresse, ça c'est les pasteurs, on peut. Hein, Mais, Ouais. mais tu dis drame, mais ça va quand même. Hein. Oui, Oh, c'est drôle. c'est vrai C'est ce que que j'allais dire, ouais. C'est c'est vrai une que- comédie. C'est une comédie dramatique, disons. c'est une comédie dramatique avec film de genre, avec une sorcière un peu. C'est ouais, ça Oui. mélange pas mal de choses. On est pas mal, hein. C'est surprenant. Moi, oui. j'étais agréablement surpris de ce film. Dites-moi. Ouais, bah tu vois, moi c'est assez intéressant parce que dans le ressenti, j'ai été assez surpris de beaucoup apprécier le parti pris non sonore du film. Mhm. Parce que c'est ce que je disais à Marwan après l'avoir regardé. Je disais au début, ça m'a surpris. J'ai dit, il n'y a pas du tout le moindre son. Waouh, c'est chelou, il va falloir être un petit peu attentif. Et c'est là que j'ai aussi réalisé que moi alors j'ai pas un souci, mais c'est vrai que les films muets, j'ai un petit peu de mal avec ça. J'avais vu Le Chat et le Canari enfin, il s'appelle pas vraiment comme ça, je crois en français, de Paul Leni. J'avais vu un Hitchcock aussi il y a pas très longtemps qui était très vieux. Et la musique, qui est souvent des musiques qui sont en fait utilisées plus tard, qui sont pas des musiques voulues par le réalisateur, mais juste des trucs rajoutés pour faire bien pendant l'exploitation. À chaque fois, ça me fait sortir immédiatement du truc parce que bah, je trouve ça beaucoup trop présent. Ça a du mal à ressembler à quelque chose qui va coller à ce que je vois à l'image. Et ça fait rire, il y a ça. Non, c'est marrant parce qu'en fait, Ça fait rire tu sais, Marwan. quand tu dis ça, ça me fait penser à comment ça, Invention de Invention of Love. C'est eux ils reprennent ce qu'il faut pas faire avec les films muets. Ils mettent de la musique tout le temps et c'était totalement Mais ça. voilà. Et moi, ça me dérangeait trouvais un énormément peu, parce qu'il y avait des moments où je me disais putain, mais la bande son me cache le truc parce que je fais attention à ça. Elle a rien à voir. Elle est rajoutée, c'est épique, c'est ci, c'est ça. Et donc là, en fait, le fait de nous plonger dans un silence total, ça fait que je trouve, j'ai, en tout cas pour ma part, réussi à redoubler d'attention grâce à ça et à apprécier justement le film, qui est pas forcément simple d'accès comme ça en plus. Hein. C'est un film qui a vieilli, il a 100 ans, c'est pas rien quoi. Mais ouais, j'ai trouvé ça très marrant, j'ai trouvé ça très drôle. Bon, je pense que peut-être qu'il m'entend, je pense que l'un de mes colocataires n'y est pas pour rien parce que quand tu as ce cher prêtre qui vient et qui met son doigt à travers l'espèce de tapisserie là, que la nana est en train de faire J'adore. et que t'as quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui te fait c'est le zizi du président. Ah oui, si vous faisiez les doublages chez vous, évidemment. Non, on les faisait pas, on était très concentrés avec Alex, il avait c'était fini. Après, du coup, Alex s'amusait à les faire et là, c'était impossible. Mais bon, ça s'est calmé assez vite. Mais au final, ouais, y a beaucoup de panneaux à lire, hein, quand même. Il faut quand même se prendre un petit peu dans le truc. Mais une fois que t'es pris dedans, que tu commences à comprendre ce qui se passe, j'ai trouvé ça très marrant et j'ai trouvé ça très astucieux quand tu parlais de sorcellerie. Les moments où il commence à montrer le fait qu'il a sorcellerie avec le verre qui disparaît, qui passe de l'un à l'autre, le pauvre mec qui peut pas boire et la nana qui est juste là à le regarder en mode alors, c'est chiant, hein. C'est rigolo. Mais voilà, et puis cette espèce de jeu de pouvoir qui se mettent entre eux avec la vieille qui se rend bien compte qu'on veut la buter mais qui refuse totalement ça et qui les bolosse tout du long. Non, j'ai trouvé ça plutôt rigolo et assez, je vais pas dire moderne parce que je me rends pas forcément compte, je connais pas encore assez ce cinéma de cette époque, mais je trouve ça très plaisant à regarder. Ouais. Il y a C'est ça? vrai que ce film. Ah, Ah, Marwan, vas-y. oui, bah oui, Marwan. Ah, ok, donc en gros, je trouvais que ce film était plus moderne que Un Prince de New York 2. Et c'est ça qui était Oh merde. drôle. Ça, alors. Ouais, ah, mais c'est vrai. Dans son écriture, dans tout en fait, dans sa mise en scène, qui malgré tout n'arborait pas encore la grammaire du cinéma qu'on a aujourd'hui, la grammaire des images. Et je trouve que voilà, que ce film est assez impressionnant. Moi, qui ai un problème d'attention assez important, j'ai eu du mal au départ à vraiment me concentrer, mais ouais, pareil, quand j'ai vraiment été pris dans l'histoire, c'est allé tout seul. Et ce silence-là était plutôt agréable dans un sens. Et au contraire, ça a apporté quelque chose d'assez intéressant. Et vraiment, pour le coup, ce film est, mais en plus plus drôle. C'est que je trouve qu'il arrive à être juste dans ses personnages et puis à savoir faire rire avec ce qu'il y a de plus simple, donc des comiques de situation, des choses très basiques mais qui sont très bien utilisées, où on sent très vite que c'est tiré du théâtre, qu'il y a des actes et que c'est tiré d'un livre, mais c'est fait judicieusement. Encore une fois, les plans sont magnifiques, l'acteur est vraiment d'une beauté incroyable, et puis et il arrive à dégager quelque chose de très fort, de très très fort. Et là, non, et ce qui est fort, c'est que si quand on connaît pas trop c'est un film intéressant quand on connaît pas trop non plus le cinéma muet, parce que ceux qui ne le connaissent pas trop, on a l'idée première de voir des mecs avec un jeu avec une exagération totale. Certes, ils jouent un peu, il montre qu'il joue, mais il n'est pas dans cette exagération qui est dans le folklore, dans l'idée
préconçue de ce qu'on peut avoir du film muet. Et dans tout ça, je trouve que le film est vraiment intéressant et passionnant. Et encore une fois, cette fin, même cette idée de, je trouve, enfin, cette fin, elle apporte beaucoup de, je trouve, de poésie et en même temps de génie dans ce qu'est les générations, dans ce qu'est cette idée que les vieux ne peuvent pas comprendre les jeunes. Et je trouve ça très fort, c'est que pour le coup, on pensait à la base qu'on aurait du mal à trouver un lien entre les films, mais entre Le Prince de New York et celui-ci où ça parle de différentes générations et de vouloir, on va dire, juste, enfin, de mariage et tout le bordel. Bah, ici, on voit ces personnages-là qui veulent juste s'aimer, mais qui ne peuvent pas, et qui doivent trouver un moyen de se débarrasser de la personne. Et on se rend compte très vite qu'en fait, la personne à qui on doit faire ça, bah, elle a voulu faire la même chose et qu'elle pense pareil. Et c'est beau, moi je trouve ça vraiment très fort. Et puis c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien. Tout est très bien, c'est très génial, tout est génial. Waouh. Il y a ça, tu partages cet enthousiasme? Totalement, totalement. Je dois avouer que j'ai eu un petit peu de mal dans le début du premier acte, à la moitié du début du premier acte. J'arrivais pas à me mettre dedans, mais ça, c'est tout à fait normal, c'est imputable à la forme du film. Voilà, muet, vieilles images, etc. J'ai toujours besoin d'un petit temps d'adaptation pour rentrer dedans. Mais une fois que je suis dedans, quoi. Et là, franchement, je n'en suis pas sortie jusqu'à la fin. J'avais hâte à chaque fois qu'on passait un nouvel acte. J'étais là, oui, encore, l'histoire continue, c'est très bien. Et ce qui m'a beaucoup impressionnée dans ce film de 1920, c'est quand même le fait de... Alors, je sais pas si c'est imputable à la manière de faire de l'époque, mais il y a quand même énormément de choses qui passent par le regard et par les gestes. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose pas qui se perd, mais disons qui se raréfie. Et là, voilà, c'est-à-dire que le cadre est posé, chaque acteur est à sa place, et clap, hop, on joue, quoi. Mais on joue, mais vraiment de manière à véhiculer une émotion, quoi. Et que ce soit Sofren, que ce soit Dame Marguerite ou même Marie, sa fiancée, et les autres personnages également, il y a toute une ambiance comme ça qui s'installe au fur et à mesure. Et justement, comme le disait Thierry, il sait pas, et Marwan aussi, c'est pas réellement un drame en fait. Il y a un savant équilibre de comique et c'est pas dramatique même. C'est un petit peu des situations compliquées desquelles ils arrivent plus ou moins à se sortir. Donc c'est vraiment un moment compliqué, puis un moment drôle, puis compliqué, puis parfois c'est le mélange des deux, etc. Et pour l'époque, je trouve que c'est vachement intelligent, vachement pertinent. Après, on est un petit peu focalisé sur ce prêtre qui est dans une situation délicate, etc., parce qu'il doit épouser la veuve de son prédécesseur, etc. Mais je trouve que le film aurait eu beaucoup à gagner si c'était un petit peu focalisé sur la moralité justement de ce prêtre, parce que je trouve qu'on se focalise énormément sur l'histoire d'amour, et le film fonctionne très bien comme ça, attention, je dis pas le contraire, mais je pense qu'il manquait ce petit truc de la morale, on parle quand même d'une personne religieuse qui est censée être pieuse, etc., et puis qui a ce genre de comportement qui qui souhaite très fort la mort de quelqu'un. Et du coup, moi j'aurais voulu qu'on voit un petit peu comment il gère ça. Enfin, c'est peut-être compliqué pour l'époque, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de dialogue, mais je pense j'aurais bien aimé voir ce petit pan caché de l'intrigue, mais dans l'ensemble, franchement, ce film m'a gagné à sa cause, totalement. Alors bon, je comprends bien, hein, je sais qu'on aurait pu aller plus profond, mais déjà qu'avec une histoire simple, les panneaux, on nous pond un véritable roman entre les oui, scènes. Les panneaux sont très très détaillés, ouais. C'est très 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 long et il t'explique ce que tu vas voir. Et là, le personnage avait peur, il était très effrayé. Mais vraiment, il était effrayé, il avait peur. Et là, hop, t'as un plan où t'as le personnage, il est effrayé, il a peur. Puis hop, on passe, on a un autre panneau qui t'explique. Pareil, j'ai beaucoup apprécié le film. Il a fallu se laisser porter par le film. Parce qu'il y a un rythme très posé. Et après, j'ai bien aimé cette histoire, en fait. Je trouve que l'histoire, le scénario est super. C'est juste que, bon, le procédé est un peu vieillot, voilà, faut dire ce qui est. En même temps, le film a 100 ans, donc bon, je m'attendais pas à avoir du Michael Bay non plus, hein.
Bien sûr. Bah, Michael Bay, il aurait fait exploser la marguerite dès le début et c'était réglé, quoi. C'est ça. Non mais oui, il y a un peu d'humour, alors c'est de l'humour gentil, tu vois, tu sens qu'on est avant Chaplin, c'est gentil, voilà, il y a des petites scènes un peu qui font sourire, on fait, allez, là ils ont voulu faire de l'humour, ok, c'est bien. Là il y a les scènes où justement, il est pris, le héros, et j'allais dire la sorcière, la veuve, mais oui, c'est un peu une sorcière, un peu, c'est pas trop, on sait pas trop. Ils disent qu'elle fait de la nécromancie, c'est ça, je crois. Bah, ils disent pas qu'elle fait de la sorcellerie, ils disent un truc assez positif, je crois, sur ce qu'elle fait, mais bon. Et en plus, ils disent que c'est un hobby, je crois. Ouais, c'est pas très clair. Enfin, oui, voilà, mais il y a un petit côté fantastique un peu. Il y a quelques effets spéciaux. Effectivement, on joue avec la caméra, on joue avec les plans, on cache aussi des parties de l'écran. Donc, ça fait des effets de mise en scène qui sont très intéressants. Et oui, totalement. On joue avec les couleurs qui ont été modifiées d'après les directions qui étaient données dans les indications. Donc, c'est la base, hein, ces couleurs-là, chaque fois. Enfin, on a l'impression que c'est que du noir et blanc, mais souvent c'était comme ça. Enfin, même pour tout bêtement, mais avec Nosferatu, c'est ce même principe de péloche bleutée qui signifiait la nuit, et puis le mélange jaune-orangé qui signifiait le jour, quoi. Dans pas mal de films, tu as ce principe-là. Voilà. Donc, oui, c'est un film intéressant, c'est une pépite à découvrir, donc il faut en profiter. C'est vrai qu'il y a ce genre de choses sur Netflix, on le dit pas assez. Donc, mais c'est au fond par contre, c'est au fond du catalogue, quoi. C'est-à-dire que si vous savez pas que ça existe, vous le trouverez jamais. Pour le trouver, c'est pas simple, hein. Donc c'est le seul souci. Petit bémol quand même, c'est que, voilà, j'ai dit c'est un peu vieux, il y a la mise en forme, il y a des panneaux de 3 km, hein, et c'est aussi un rythme scandinave. Voilà, donc c'est pas rapide. Il y aurait des vilaines rumeurs, comme quoi j'aurais regardé tout le film en vitesse 1,25. C'est faux. J'ai attendu la fin du premier acte. On en parle beaucoup, apparemment. Non, mais en vrai, je trouve pas ça très dérangeant pour ce film, en tout cas. De le passer en... Non, justement, le rythme. J'ai pas de souci avec le rythme. Ah oui. De le mettre en x8, ça va. Hein. Non, peut-être pas en x8 parce qu'il y a beaucoup de trucs à lire, mais... Tu fais un x8, t'as un montage Michael Bay, quoi. Alors, cela dit, on parlait un peu des doublages. Alors, si vous avez un humour du style Eddie Murphy, Prince à New York, tout ça, remplacez le mot hareng par une allusion graveleuse, vous allez beaucoup rire. Je l'ai pas fait pendant le film, je l'ai pas soufflé à Yassa, sinon je sais qu'elle aurait pas fini le film. Non mais moi j'ai vu hareng déjà, j'étais... Il en faut peu. Voilà. Après j'avoue que j'ai eu du mal à me mettre dedans, parce qu'effectivement le rythme n'est pas rapide, il y a beaucoup de trucs à lire, il n'y a pas de son, et bon, mais on fait du podcast, hein. Il n'y a pas trop de hasard non plus, c'est qu'on aime bien, moi j'aime bien le son pour ma part, donc quand il n'y en a pas, il manque presque une accroche, mais c'est pas grave. Puis surtout on avait la messagerie à côté, donc c'était compliqué de lire du danois ou du suédois, je sais plus dans quelle langue c'était, en même temps que les commentaires pour l'émission, la discussion du groupe, voilà. Bon, c'était pour t'occuper, mais ouais, non, mais ça reste un film. Oh, dis-moi, dis. Non, j'allais dire, je trouve que quand même... Le travail sur les décors et les costumes aussi a été vachement bien fait, parce que pour un film de 1920, de dépeindre aussi bien le XVIIe siècle, enfin moi je m'y croyais totalement, je veux dire, j'étais à fond dedans, quoi. Il n'y a pas un instant où j'ai pensé à l'époque à laquelle j'étais maintenant ou à l'époque à laquelle le film a été fait, quoi. J'étais vraiment totalement dedans, quoi. C'était génial, ça a vraiment contribué à mon appréciation du film. Et ouais, pour le coup, c'était un film qui... Enfin, vous prenez beaucoup les codes de pièces de théâtre dont on a l'habitude de lire. C'est classique, avec ses personnages, avec on va dire les servants, et tout ça. C'était ce côté très... Mais il y avait ce côté... Comme tu dis, il y avait la servante, la bonne, il y avait l'homme de main qui était un peu baraque, et puis la servante aussi. Donc il y avait un côté film d'horreur, tu vois. L'homme de main, on dirait Igor, tu vois, dans un film de Frankenstein ou de vampire, tu vois. C'est le... moi j'ai pensé à Hodor dans Game of Thrones. Hodor dans Game of Thrones, ce genre de personnage. Et pareil, le découpage en acte avec un cliffhanger à la fin de l'acte qui te relance un peu l'intérêt. Oui, on a ce découpage-là qui est très intéressant. Ça serait bien que les cinéastes qui font du découpage en acte utilisent ce genre de procédé. Parce que
Des fois, ils coupent juste en acte parce que leur scénario est mal fichu et c'est pas. Ouais. Du coup, ça sert pas. Mais ça, c'est pas le cas ici. Ici, tout est bien. Autre chose à rajouter sur la 4e alliance de Dame Marguerite? Ah bah, moi, je l'ai Juste déjà le mode de- recommandé à 3 potes. Ah ben voilà. C'est cool. Mais il en manque un 4e. Voilà. Ça sera l'auditeur. Voilà. C'est ça. Oh. Faut juste être curieux aussi. Alors, si on Faut juste pouvait être arrêter de curieux suggérer par qu'on a rapport à qu'un la auditeur. Bah oui, il y en a qu'un seul. C'est hein. toi. Non, mais alors. C'est Marwan qui écoute Non, en c'est moi. boucle. C'est ça. Comment tu sais Non, mais vous n'avez rien compris. Le podcast, c'est la proximité. Nous faisons croire à chaque auditeur qu'il est unique, que nous ne parlons qu'à lui. Ou à elle. Nous ne Oh. parlons qu'à toi. Oui, toi. auditeur. Je te suis Toi, à l'oreille. Ah. Tu le suces à l'oreille Bah dis donc. Ah merde. Non, sûr. J'ai pas compris, il y a eu une coupe, tu vois. J'étais sûr. Calme-toi, Marwan, calme-toi. Ah, mais tu sais, il est 21h33. Prends tes cachets, tu sais, Marwan. tout le programme de minuit sur la 4. Le C'est bon, téléfilm un peu du chaud, dimanche soir avec le petit carré. ça. C'est ça. C'est lui qui remonte dans le temps, en fait. Il est resté dans les années 80-90. Il attend après Culture Pub, en fait. Non, Non, je mais- mettrai Manuel. Pub, oh my qui god. Je m'intéresse beaucoup à la publicité, hein. Ouais. Oui. Pidouah. Pardon. Non, mais Balumba. après, ce que je voulais dire par rapport à ce film en question, c'est que je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est une sortie qui a juste été, on va dire, la promotion de cette sortie a été faite que par les cinéphiles sur les réseaux et le compte Netflix, évidemment, on en a à peine parlé déjà que quand ils parlent de sortie de Truffaut et tout, bah, tu sens que les gens s'en battent les reins. Bah, Mais, déjà que Tavernier, on l'a pas vu passer. Voilà aussi. Donc il y a cette idée de promouvoir des sorties pareilles et qui permet vraiment de chercher des pépites, des perles. Celui-là, on l'aurait pas trouvé autrement. Il est pas de cette qualité sur Internet et on le trouvera pas comme ça. Il y a cette idée-là, donc faut en parler. C'est important que ces films-là existent et qu'ils puissent servir de comment dire, que Netflix puisse avoir cette autorité, tant mieux parce que ça change des films tout plats qu'ils font en ce moment. Voilà, profitons Oh, mais- de ce truc-là pour revoir des bons films. Je suis des bien films de d'accord. patrimoine. Moi, j'allais juste dire, je confirme, il n'est trouvable nulle part ailleurs que sur Netflix. En tout cas, sur les 3 premières pages de Google. Pour ça, c'est chaud. Est-ce que vous avez essayé avec... comment ça s'appelle? Avec Just Watch. Avec Just Watch. Allez, suspense, voyons Suspense. Est-ce qu'il est sur Just Watch? Il y est, ouais. Il y est, j'ai regardé. Ah. Parce que en plus, Que sur Netflix. oui non, alors celui-là ça va. Celui-là il est inconnu, la 4e alliance de Dame Marguerite. Le suivant par contre, il est plus difficile à trouver. Oh, la galère. Ah oui, pareil. Ah, et aussi, je veux dire un truc, la Dame Marguerite est morte, enfin l'actrice, est morte tout juste après le tournage. Pour vous dire à quel point ce film a une part importante. Alors, Voilà. ce que Just Watch dit, sachant que des fois il y a certains sites qui sont pas référencés, hein. La preuve, le site sur lequel nous avons trouvé le 3e film n'est pas référencé sur Just Watch, à bon entendeur. Là, il indique qu'il n'est que sur Netflix, hein, qu'il n'est pas trouvable ailleurs. C'est ça, ouais. Ouais, fait Just Watch. Bon, ils ont pas tous les sites de VOD, mais ils ont quand même un sacré échantillon. Donc, Ils sont bien. Non, c'est clair, ils ont un bon échantillon. bien. Ouais. donc voilà. Ok. Alors bon, Marwan nous annonçait que l'actrice de la 4e alliance de Dame Marguerite est morte Oh, le quelques temps raccord. après le tournage. Là c'est Ouais. c'est triste comme transition, mais là, là on passe à un film où l'actrice principale n'a même pas attendu la fin du film. J'ai ce talent de te filer des perches sans m'en rendre compte. C'est ça qui est beau. C'est ça, merci Marwan. C'est pas drôle en plus, faut arrêter de rire. Arrêtez. Bon, le extrait de bande-annonce, le temps de reprendre nos esprits. Eine Schauspielerin kann man nicht ersetzen. Du musst die Geschichte umschreiben, sonst bin ich geliefert. Was? Wir haben schon die Hälfte mit dir gedreht. Eigentlich handelt der Film davon, von der Liebe von Daniel und Emily. Das ist eigentlich die Hauptgeschichte und davon haben wir nichts gedreht. Ja, wir wollen ihn fertig drehen. Sie spielt jetzt die Rolle von deiner Schwester. Film Outbuster, The Invention of Love. Alors il y a aussi, attention, il y a un court-métrage aussi, Invention of Love, qui traîne et qui est plus facile à trouver d'ailleurs que ce film allemand-là.
Deni Fundelib en VO, film d'1h43 de 2013 de Lola Randall. Film particulier puisque au départ le film devait être un film de triangle amoureux, un peu premier degré, même très premier degré j'ai l'impression, qui ressemble un peu à de la telenovela, c'est le sentiment que j'ai eu, mais peut-être que vous me contredirez, à l'allemande, hein. Donc voilà. Un drama, voilà, ça ressemble à un gros drama, très premier degré, très sérieux, seulement donc avec une histoire de couple qui essaye de séduire une femme riche sans héritier pour pouvoir hériter de son pognon. Enfin, bon, bref. Classique, j'ai envie de dire. C'est un peu le scénario de la 4ème alliance de Dame Marguerite. C'est presque ça. Oui, c'est ça. C'est l'adaptation, c'est le remake Thierry, bien vu. C'est le making of. C'est ça, oui. Et le souci, donc c'est vraiment arrivé, donc l'actrice Maria Kwiatkowski est décédée au milieu du tournage, en ayant tourné la moitié des scènes, et en plus dans le désordre. Donc, autant dire, comme on dit dans le cinéma, c'est la merde. Voilà, c'est pour la réal, pour la prod, pour tout ce que vous voulez. C'est un des pires trucs qui puisse arriver. C'est pire que le Covid, ce genre de choses. Et donc, oui, non, le Covid, tout fait. Bon. On peut aménager, quoi. Tu peux aménager du truc. Là, il manque l'actrice. Si tu cannes du Covid, hein, c'est pas cool non plus. Oui, bon, c'est encore autre chose. Bref, donc, et de ce drame, donc, la prod a rebondi, la réal et le scénariste, enfin, les scénaristes, parce qu'elle est co-scénariste aussi, Lola Rand, donc réagissent et donc font une sorte de faux making-of de ce film, avec, en allongeant l'intrigue, en mettant des fausses scènes de coulisses, avec des fausses interviews, et en remplaçant l'actrice par une fausse stagiaire qui remplacerait l'actrice et qui serait remplacée numériquement plus tard, avec plus ou moins de succès. Voilà. Et donc, ça permet aussi d'introduire des séquences comiques, on va dire, dans cette histoire, qui visiblement n'était pas du tout prévu au départ, de ce que j'ai compris. Non. Vu les scènes avec l'actrice principale, tu sens que le comique était pas là du tout. Donc en gros, c'est l'histoire d'un rattrapage, c'est l'histoire d'un film qui n'aurait pas dû sortir, enfin qui aurait dû être fauché en plein vol et qui sort malgré tout. Alors ce film qui, à mon avis, n'aurait pas dû sortir des frontières allemandes, mais qu'on peut trouver chez nous grâce à Outbuster, le chercheur de pépites international. Et donc du coup, je me tourne vers l'amateur d'Outbuster, Thierry. Oui, bonjour, c'est moi. J'aime bien Outbuster. Tu leur diras de nous envoyer des codes pour qu'on parle d'eux. Non, je vous incite à prendre votre abonnement, parce que 6 € par mois, c'est quand même pas cher pour toute la qualité de film que vous pouvez y trouver. Je crois que je l'ai suffisamment dit. Je crois que tu l'as suffisamment dit, Thierry. J'aurais presque pu me taire, tu vois, et tu pouvais recycler sans problème. Ouais, j'irai chercher un vieil épisode où tu parles de Outbuster. Ah bon? Attends, et ma reco aujourd'hui, c'est pas Outbuster. Et pourtant, franchement, ça aurait pu. Hein. Bon, et parle-nous de ce film, The Invention of Love. Ouais, alors c'est vrai qu'il faut quand même recontextualiser. Moi, je voulais proposer parce qu'on savait pas forcément quoi faire en troisième film. Il venait d'arriver, c'était le plus récent arrivé sur la plateforme. Du coup, je vous ai proposé ça. En attendant, il y en a eu un autre qui est arrivé, qui a l'air un peu plus, un peu plus popcorn. Bon, très bien. Alors parlons de celui-là. Très bien. Voilà. Du coup, je sens que vous allez me détester parce que ce film-là était quand même assez particulier dans son abordage. Moi, j'ai pas détesté, mais ouais, c'est typique ce genre de film qu'on trouve justement sur Outbuster, qui sont très très particuliers et que ils sont une distribution chaotique, tu peux pas les trouver ailleurs. C'est clair que je connais pas grand monde qui a sûrement eu la chance de le voir dans mon entourage. Il y a 2 notes sur Sens Critique. Dont la mienne. Même pas. Peut-être qu'elle est arrivée récemment, mais ça doit faire 3 notes maintenant. Ah oui, le film n'existe pas sur Wikipédia. Même à IMDb dit, est-ce que vous savez ce que c'est que ce truc? Si même IMDb dit ça, c'est que vraiment, c'est une pépite rare. C'est ça, c'est compliqué, ouais. Et puis, après, même Lola Rand expliquait que c'était très compliqué pour elle d'avoir distribué le film, parce qu'en plus de ça, avec tout ce qui lui était arrivé, le truc était mort-né de toute façon, quoi. Bah ouais. Sans savoir si ça aurait eu un grand succès déjà de base, ce qu'elle expliquait dans les interviews, c'est que oui, à partir du moment où elle a réalisé que son film allait mourir, elle s'est dit, vas-y, on s'en fout, on le fait quand même, quoi. Mais oui, c'est très étrange, en fait, de voir le film qui passe 100 ans à passer de la fiction, qui était censée être la fiction première, justement à ce qu'on voit à l'écran, à cet effet de making of. Ça passe son temps à alterner. Des fois, moi, j'avais du mal à comprendre où on était. Est-ce qu'on était dans le film, dans la fiction, dans le réel? Quoi qu'il arrive, tout est fiction au final, puisqu'il joue de ce making of, quoi. Mais
c'était un petit peu confusant, mais ce qui du coup était intéressant, le fait que forcément les scènes ne sont jamais tournées dans l'ordre, hein, ce qui est logique, ça faisait que du coup on alternait des fois des moments purement fictionnels où du coup l'actrice qui finissait par remplacer celle qui est décédée intervenait, donc du coup tu étais là, tu fais ah, donc là ça c'est l'actrice qui la remplace, donc on est dans le making of, ah non on est dans le film. Ah là, alors là, il y a un couple entre les deux, mais donc ça, c'est les deux acteurs. Ah non, ils se bécotent en vrai, dans la vraie vie. Bon, alors du coup, voilà, on se perd un petit peu, et ça, je trouve que ça montre en fait pas mal de coulisses de tous les films, avec aussi ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film sur les acteurs, je trouve, et sur la manière dont tout va interférer avec eux aussi. On voit ces acteurs qui sont totalement pris par leurs sentiments, qui finissent par avoir des sentiments les uns envers les autres parce que leurs personnages les ont, et qu'ils n'arrivent plus à se gérer, que ça prend du temps, que tout est très compliqué, et que j'ai trouvé qu'il y avait une dimension d'écorché émotionnelle qui était très très bien retranscrite dans ce film. Malheureusement, c'est un peu le seul truc que j'y ai trouvé, parce que le reste du temps, j'ai trouvé un peu le temps long. Voilà. Ah bon? Ah ouais, merde, c'est dommage. Donc, il y a ça, tu partages cet avis? Plus ou moins, je suis d'accord avec Thierry sur le fait que on a une vision assez approfondie du milieu cinématographique et notamment justement des acteurs, mais pas seulement, parce que il y a aussi pas mal d'interventions, un regard qui est porté sur le réal, sur le scénariste, les interactions qui les unissent, etc. Et puis chacun est une commère au final, parce que chacun critique la manière de faire de l'autre, et ce qui les empêche pas de travailler ensemble de toute manière. Et il y a et en même temps, je suis pas d'accord avec Thierry sur le fait que même s'il y avait c'est vrai, une certaine confusion dans les scènes, parfois on savait pas trop si on était dans le film qui était tourné ou bien dans le film lui-même, donc qui nous est proposé. J'ai trouvé qu'il y avait quand même il y avait un rythme qui est propre au film, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui correspond bien en fait à l'ambiance générale qui veut lui être donnée. Alors, pour le coup, je suis désolée que l'actrice soit morte, mais je pense que si le film était sorti tel quel, qu'il avait abouti, etc., qu'il avait été distribué et tout, je pense pas que je l'aurais apprécié. J'ai vraiment apprécié ce grain de... en fait, il est parcouru d'une folie créatrice, ce film. Et on a l'impression que c'est une folie créatrice qui est maîtrisée. Et c'est ça qui donne en fait son charme à ce film. Donc on arrive comme ça, on voit l'histoire évoluer. Et le film et le tournage qui avance au fur et à mesure, en fait, j'avais vraiment envie de voir ce film-là, quoi, ce soap opéra-là, quoi. Ça m'a vraiment donné envie d'y plonger. Et je dois dire aussi que les acteurs, quand même, font un travail formidable, parce que lorsqu'ils sont censés être sur le plateau de tournage, etc., qui sont censés être eux-mêmes, on a vraiment, ils le jouent très bien, quoi, ils sont très naturels. Et puis dès qu'ils passent en fait en mode acteur, on sent que il y a un petit peu du mauvais jeu de temps en temps, que c'est pas tout à fait juste, etc. Il y a des petits couacs, et à la fois il y a des moments qui sonnent super justes, quoi. Ce qui fait que malgré certaines incohérences ou certaines difficultés à suivre, c'est vraiment une très bonne surprise pour moi. J'ai vraiment apprécié. En même temps, Thierry sera d'accord, on sera tous d'accord, mais voilà, Outbuster en général, il nous offre comme ça des petites pépites qu'on aime bien dévorer, quoi. Outbuster propose toujours au minimum une proposition originale. Ouais. Elle marche ou elle marche pas, mais au moins c'est toujours original. Là, une proposition très très originale. Je me tourne vers notre maître de l'originalité, Marwan. Donc, je vais pas être très gentil. Donc, je vais commencer par... Allez. Non, regardez, le son de Marwan déconne. Ah, on a perdu Marwan. Non. Voilà, donc en réalité, la seule chose intéressante, c'est sa proposition. Et aussi, l'autre qualité que peut avoir le film, c'est de nous avoir montré tout ce qu'il ne fallait pas faire dans un film comme celui-ci. Parce qu'en gros, j'ai pas arrêté de faire la comparaison avec La Nuit américaine de Truffaut. Ça part du même principe, ça part de cinéma. Ça en parle très mal, ça parle d'amour, mais ça en parle très mal également. Tout est d'une facticité assez impressionnante. Et que ce soit peut-être par rapport au récit original.
et par rapport à cette volonté de vouloir faire vivre des personnages qui ne devaient pas exister à la base, je trouve que tout ça est à chaque fois, comment dire, forcé, et puis le personnage du scénariste totalement, énervant au possible, ces relations qui donnent l'impression d'être plus fausses que le cinéma lui-même. C'est-à-dire que ça peine à exister, ça peine à vouloir réellement raconter quelque chose. Et vraiment, quand on a vu l'année américaine, il y a vraiment cette comparaison assez violente et brutale qui existe dans la mesure où malgré tout, il faut arriver à parler de cinéma. Et après, encore une fois, lui, il voulait faire ce film, alors qu'elle, à la base, elle voulait raconter, enfin, elle voulait en faire une histoire d'amour particulière qui, pour moi, me faisait penser à un livre que je déteste. C'est les affinités électives de Goethe. Et, euh, et en gros, il y a cette idée aussi que les frères Tobiani, je sais plus comment ils s'appellent, c'est-à-dire qu'on fait aussi une adaptation de ce film qui je trouve difficilement appréciable. On en fait aussi de la bouillie dans cette bouillie-là. Ça m'a rappelé ce film-là, ça m'a rappelé un peu cette bouillie, et c'est bien dommage. Donc voilà, vraiment, j'adore le concept, enfin la proposition, l'idée qu'elle a eue pour faire ce film, et vraiment, ça a été très 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 difficile. Dans le sens où mon attention était, était beaucoup plus existante pour un film muet, sans, ouais, vraiment sans le moindre son que celui-ci. Et encore une fois, en parlant de son aussi, la musique était insupportable. Ça surjouait tout le temps, ça me prenait les oreilles. Et à la limite, je préférais genre me mettre en muet pour que je pouvais juste lire, quoi. Ça me suffisait. Et c'était bien dommage. Vraiment, j'en étais un peu dégoûté. Allez voir la nuit américaine en passant par là. Bientôt. Ouais. Bah, moi, pour ma part, ouais, c'est ça. Je suis entre Marwan et Yassa hein, dans la vie. Non, mais oui, bah, pas. Bon, bref. Parlons pas de notre vie privée, s'il vous plaît. En ce moment même. En ce moment même. Le triangle amoureux. Non, bon. Oui. Il y a ma copine qui se marre à côté. Bon. Qui aimerait bien être entre Marwan et Yassa. Laissons-la en dehors de tout ça, s'il vous plaît. Il faudrait écouter l'épisode pour savoir ce qu'on dit. Exactement, voilà. Du coup, t'es obligé de le laisser au montage. Ouais, alors du coup, ce film, ouais, c'est triste. Alors, je suis un peu emmerdé avec ce film parce que justement, la proposition est un accident et donc je salue en fait la réaction par rapport à ce drame, mais là, à cette tragédie, quoi, qui est arrivée en plein tournage et ce rebond et cette volonté de continuer parce que malgré tout, un film, ben, c'est quand même une entreprise, c'est quand même une industrie, c'est quand même un projet. Il y a des gens qui bossent sur un film. Donc même si artistiquement le projet est mort, ben, il faut rebondir parce que économiquement, il y a des gens qui dépendent de ça. Et donc il faut pas en rajouter, donc il faut aller jusqu'au bout. Et donc c'est très fort d'avoir rebondi et d'avoir réussi à enrober ça, à avoir réutilisé et continuer sur la lancée en faisant, en réécrivant un peu, en réarrangeant le scénario. Le truc, c'est que il y a quand même une limite, c'est que justement, ça n'a pas été prévu, comme disait Marwan, hein, ce n'est pas le film qui était voulu au départ, donc c'est une réaction, donc ça sent le bricolage, ça sent très très fort le bricolage, qui est quand même plutôt bien fait, hein, vu les conditions. Mais voilà, c'est quand même limité et on sent que le film est très différent de ce qu'il aurait voulu être. Heureusement, elle a changé le ton avec ce drame-là, elle a introduit de la comédie pour pas rajouter de la lourdeur à la lourdeur, parce que faut quand même dire que l'œuvre de base avait l'air quand même très très tarte et ça avait l'air le matériel de base avait l'air dramatique, mais dramatique dans le sens affligeant de platitude et de nullité avec des gros violons et le matériau de base avait pas l'air terrible quoi. Ça n'a rien à voir avec les acteurs ni avec la pauvre actrice qui est décédée en cours de route. C'est juste que globalement on l'aurait jamais vu ce film de toute façon. Enfin, je pense pas qu'il aurait quitté la télévision allemande. Enfin, je peux pas imaginer ça. Et donc en changeant l'angle, du coup on a un film de making of qui, pareil, comme vous le dites, on sait plus trop. Le montage est tel qu'on est perdu entre la fiction et la réalité. Qu'est-ce qui est tourné, qu'est-ce qui est le coulisse.
Du coup, on est perdu, mais est-ce que c'est volontaire ou pas, ou est-ce que c'est justement du bricolage et qu'ils ont rafistolé comme ils ont pu? C'est la question qu'on se pose un peu souvent, et du coup, du coup, on est un peu perdu et on reste. Enfin, moi, pour ma part, je suis resté un peu distant de ce film. Voilà, j'adore la proposition. Je trouve que la réaction est superbe, mais l'exécution était pas. Il manque quelque chose, quoi. Beaucoup de choses. Hein. Oui, alors, à la base, c'était un drame. Enfin, moi, je vois ça comme un drame bourgeois de bas étage. Ouais. Vraiment là pour distraire un dimanche à 14h, quoi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que t'as une espèce de telenovela à l'allemand, en plus tu le vois, l'image est brillante, colorée, je veux dire... Ah oui, c'est désagréable. C'est... voilà, c'est tout un programme rien qu'à l'image, rien qu'à la photo, et c'est ça, et quand tu vois que sortir de ce truc guindé pour essayer de sortir de quelque chose, de sortir des rails et en sortir quelque chose, évidemment, c'est pas évident. Et là aussi... j'allais dire presque le problème, c'est pas un problème en soi, mais c'est le parti pris qui a été fait, ça a été de réutiliser au maximum ce qui a déjà été tourné, et donc en gros de nous mettre un peu au début, oh là là, on a eu des problèmes de tournage, donc quelques scènes de making of, un gros plaf au milieu où on mélange les anciennes scènes tournées et les nouvelles scènes tournées, et pouf à la fin, ah bon le tournage c'était pas facile, et caler ça, et caler le film comme on peut, quoi. Et je trouve que le film en lui-même, du coup, bon, c'est par respect pour l'actrice et pour ce qui a été tourné, effectivement, il fallait le montrer, mais je trouve qu'il prend beaucoup trop de place dans cette histoire. Et puis pour la blague, un truc qui m'a fait vraiment rire, c'était au départ, pour la remplacer, il lui met des points sur la gueule en mode tiens, quand tu seras remplacé numériquement, et au bout de 2 scènes, les points disparaissent. Ah oui, non. Ça m'a fait rire. Non, mais c'est ça, limite, oui. Bon, tant pis, on continuera, les gens s'en rendront pas compte. On va garder la perruque, c'est bon. C'est surtout que... C'est surtout que quand on lui montre le résultat numérique, c'est une espèce de Playmobil qu'on lui montre sur l'écran. À ce moment-là, tu dis non, mais en fait, on va dire qu'il y a 2 actrices et c'est bon, il n'y a pas de souci, quoi. Je pense que c'est le plus réaliste. Les histoires. Vous me rendez triste. Non, mais voilà, mais c'est ça. Mais après. Non, mais le film mérite des points à Outbuster, je suis désolé. Non, je déconne. non, en fait, je suis quand même parce que moi, c'est vrai que c'est pas non plus un film qui m'a immensément charmé. J'ai beaucoup aimé sa proposition, mais oui, le visionnage n'était pas non plus des plus agréables. S'il y avait pas mal de moments où j'ai quand même regardé ma montre, voilà, faut le dire. Après, j'ai quand même trouvé qu'il y avait une sorte de poésie qui se dégageait. J'ai bien aimé la photographie, même si oui, c'est vrai que ça était assez connoté et que oui, j'ose même pas imaginer la gueule qu'aurait eu le film s'il y avait pas eu ce petit couac, hein. Petit, c'est pas le terme, mais ouais, je sais pas, il y a quand même un truc qui s'est dégagé qui fait que j'ai quand même réussi à le regarder sans me dire aussi ouais, j'ai envie d'arrêter. Tu vois, j'étais là en mode bon, c'est un peu long, je sais pas trop ce que ça me raconte, je sais pas vraiment si ça me plaît. Mais j'ai envie de le voir. Tu vois, il y avait une espèce de pas de curiosité morbide parce que le film est pas spécialement morbide par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Mais je sais pas, il y avait un espèce d'attrait qui se passait quand même pendant le visionnage. Pour le coup, Thierry, je suis assez impressionné parce que pour le coup, t'es pas vraiment ce public-là. Pour moi, c'était du Emmanuel Mouret au rabais. Tu vois, cette idée de relation amoureuse. Et dire que t'as été intrigué par cette perception, par cette façon de raconter l'amour, c'est un questionnement sur ce qu'est en soi, mais c'est tellement vide et plat, c'est tellement des questionnements qui sont, qui n'ont vraiment pas beaucoup de sens dans l'idée que tu sens que c'est vraiment fabriqué, c'est très beau, encore une fois bourgeois de penser l'amour comme ça, et ça arrête pas d'être comme ça tout le temps, et puis dire que c'est vraiment ça me surprend totalement, tu vois. Après, je pense pas vraiment que la vision tu sais que ça dévoile me plaît, hein. C'est juste que étrangement j'étais assez intrigué. Mais tu sais, cela dit, tu cites Mouret, le dernier Mouret qu'on a vu, le dernier Mouret qui est sorti de façon qu'on a vu. J'ai beau avoir, je vais pas dire détesté, mais j'ai vraiment pas aimé ce que ça racontait. Pendant la séance, j'ai pas non plus. Ellie dit que j'ai beaucoup soufflé, je suis pas si certain. En tout cas, moi, je me souviens pas non plus je me souviens pas d'une séance excessivement pénible où j'avais envie d'hurler, tu vois. J'étais agacé par les personnages qui me plaisaient pas et leurs tribulations m'intéressaient pas, mais par contre, le film m'a mis dans un cocon qui m'a pas déplu, tu vois, donc en soi. D'accord. Non, mais ça veut pas dire que je regarderai Amoureux demain, hein, mais. Arrête, c'est très bien que tu vas faire ça. C'était The Invention of Love des Nifun Delib.
de Lola Randall sur Outbuster. Alors bon, là évidemment on n'a pas eu de bol. Hein. Alors, en même temps c'est un peu le qui tout double d'Outbuster, c'est que c'est tellement original, ce sont des propositions qui sortent tellement de l'ordinaire que effectivement des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon là c'est une mauvaise pioche, mais Thierry. Si j'avais su. Oui, mais ça on peut pas le savoir avant, c'est le jeu. Si j'avais su, je vous aurais imposé le fan footage sur le roumain fan d'Anataway. Hein. Ouais, mais tu l'as mis en reco, c'est vraiment trop triste. Voilà, ça m'aurait fait voir ça avec vous et voir vos gueules déconfites pendant qu'on débriefe, ça m'aurait trop fait rire. Oh punaise, oui. Et je tenais aussi à dire qu'un mouret le matin éloigne le médecin. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais, tu nous refais le morceau de sucre de Mary Poppins, quoi. C'est ça, totalement. T'imagines, avec les DVD, habillé comme Mary Poppins avec mes petits DVD, je passe par la cheminée. Ah, je veux voir Marwan en Mary Poppins. Oh my god, oui. C'était donc notre avis sur cet ovni filmique. Donc 3 propositions de cinéma, mais ce n'est pas terminé, vous le savez. C'est maintenant l'heure des recos. Welcome to the Love Box. C'est l'heure des recos, évidemment. Tous ces films, toutes ces séries, toutes ces œuvres culturelles dont nous n'avons pas pu parler, évidemment, parce que vous savez que le temps d'antenne est limité, et puis même, vous n'avez pas 10 heures à écouter l'émission. Quoique, si. Écoutez l'émission pendant 10 heures, si. Qu'est-ce que vous nous conseillez d'autre, à côté donc des films de la semaine ? Qui veut commencer ? Il y a ça, tiens, voilà. Alors moi, ce sera pas un film, ce sera pas une série, ce sera un documentaire. C'est pas un avion, c'est pas un oiseau. C'est Superman. C'est bon, je l'ai. C'est la Snyder Cut. Ah non. C'est pas un mauvais film, c'est pas un bousin, c'est la Snyder Cut. On pourrait faire tout ce que ça n'est pas en vrai. Hein, ça va prendre longtemps. La Snyder Cut, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Alors c'est un documentaire qui est sur Arte, qui est disponible donc du 16 février, qui a été publié le 16 février, qui est disponible jusqu'au 23 avril 2021, et qui s'appelle La Fabrique de l'ignorance. Ah oui. Tu l'as vu ? Il est sur ma liste, oui. Oui. Donc c'est un documentaire en fait qui revient, qui nous explique en fait, et je reprends leurs mots, les mots de la description, comment on instrumentalise la science pour démentir la science. Donc ça explique un petit peu comment les gros industriels s'y sont pris depuis les années 50 pour utiliser en fait les recherches scientifiques pour démentir d'autres recherches et pour accréditer leurs produits, pour les rendre inoffensifs. Et en fait, comment ça démonte ? Alors ça passe par le tabac, ça passe par les néonicotinoïdes, voilà, qui sont probablement responsables de la hausse de la mortalité des abeilles, le bisphénol A. Enfin, ce sont des choses dont on entend parler, mais qu'on comprend pas nécessairement. Et on se demande en fait pourquoi il y a autant de recherches que de quelqu'un qui dit c'est toxique, l'autre qui dit c'est pas toxique, etc. En fait, c'est vraiment une stratégie marketing de désinformation. Ils payent des laboratoires, ils payent des chercheurs, etc. Pour dire que leurs produits sont safe. Et en fait, ça crée vraiment ça produit une ignorance en fait dans la population. En fait, cette ignorance, elle a résulté dans la création d'une nouvelle discipline qui s'appelle l'agnotologie et qui justement étudie en fait comment nous tous, en tant que masse qui est connectée via les réseaux, etc., à notre époque, comment est-ce qu'on est désinformé, quoi ? Comment ça se passe ? Et je vous jure que en regardant ce documentaire, on se prend une claque monumentale. Je veux dire que même moi, qui suis plus ou moins au courant que il faut pas prendre pour argent comptant toutes les études, etc., et qu'il faut quand même chercher des sources fiables, ce qui n'est pas facile en tant que tel déjà. Même avec ce recul-là, je vous jure que je me suis pris une claque monumentale. C'est un gros réveil en fait dans le cerveau là qui s'est passé. Donc franchement, si vous avez l'occasion, ça dure 1h30.
je n'ai pas vu le temps passer. Je veux dire, le documentaire s'est terminé. J'ai dit, j'en veux encore. C'est extrêmement bien construit. C'est extrêmement bien monté également. Les interventions sont pertinentes et sont percutantes. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir avant qu'il. Après, vous pouvez le retrouver sur YouTube également. Donc si c'est pas sur le site d'Arte TV, vous pouvez aller le voir également sur YouTube. Voilà. Sur la chaîne YouTube d'Arte, il est. Oui, voilà, sur la chaîne YouTube d'Arte, tout à fait. Donc méfiez-vous de la science. D'ailleurs, il y a ça, tu me disais hors antenne que tu étais devenu platiste et que tu allais revoir la version longue de Hold Up aussi, c'est ça? Non, mais faut pas le dire. Je l'ai pas encore annoncé sur les réseaux. Je prépare le terrain. Mais over my dead body que je serai platiste. Mais t'es fou. Plutôt crevé. D'accord. Ça peut s'arranger. Je... on a déjà défenestré Ellie et Léo. Ouais, alors par contre Thierry, tu fais ça en milieu d'émission, comme ça on pourra en tirer un nouveau podcast alternatif. Mais déjà que je voulais proposer, enfin on en parlait justement avec Léo, un podcast alternatif parce que je sais pas si vous savez, c'est une recommandation, c'est un truc qui existera peut-être bientôt qui s'appelle Le Monde Alternatif de Yassa. Parce qu'on a été très 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 gentil avec Yassa ces 2 dernières semaines quand la semaine dernière elle a commencé à regarder Le Mauvais Mangrove. Faut le savoir. Oui. Et quand cette année, elle nous a envoyé une page Sens Critique ou je sais plus quoi en mode est-ce que c'est celui-là, The Invention of Love? Et on a été très gentil, on a dit non, c'est pas celui-là. Mais du coup, à force de sortir des noms génériques de films, on pourrait tout à fait créer un podcast alternatif où Yassa nous parle de ces films qu'elle a vus et qui ne sont pas ceux qu'on avait choisis. Cela dit, à son corps défendant, alors c'est vrai que Mangrove c'était super générique, donc si on dit pas que ça fait partie de ce film-là, que c'est pas le premier résultat qui sort, et en plus, oui, d'autant qu'en plus Mangrove, il était, au départ, on apprend qu'il était dans la sélection de Cannes, donc on s'attend à un film, et en fait il est répertorié dans les séries, parce que ça fait partie d'une anthologie. Et puis le film allemand d'aujourd'hui, dans Outbuster, si tu sais pas que c'est Outbuster, tu le trouves jamais le film. Tu justifies ça comme tu veux, toujours est-il qu'on aurait tout à fait pu mentir à Yassa et la laisser regarder ça. Oui, on aurait pu, c'est vrai. Ah bah écoute, ça m'aurait pris 10 minutes de mon temps, c'est un court métrage, donc tout bénef. Il a l'air bon en plus. Je l'ai pas vu, mais il est très bon. Je l'ai pas encore vu, mais l'affiche un petit peu burtonienne comme ça me donne envie. Bon, écoutez, ça sera votre devoir de la semaine. Vous nous direz ce que vous avez pensé de ce court-métrage. Marwan, à toi pour ta reco. Je l'ai pas trop dénoté en voulant également parler d'un documentaire. Et cette fois-ci, c'est un court-métrage documentaire qui est une sortie movie. Ça s'appelle Meeting the Man, James Baldwin in Paris. Et en fait, c'est un portrait documentaire de James Baldwin, un grand écrivain américain du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a eu une forte pensée politique liée à la culture noire et qui a longtemps vécu à Paris. Et on retrouve donc James Baldwin dans les années fin années 60 avec des jeunes étudiants qui tournaient une sorte de mini-documentaire avec lui et pour parler de son travail et on se rend compte très vite que c'est beaucoup plus compliqué. Et ce court-métrage m'a pas mal marqué dans le sens où c'est pas un court-métrage qui va montrer, qui va simplement montrer un propos. C'est un court-métrage qui est, je trouve, très compliqué dans l'idée que il va y avoir comment dire ça? Des mésententes et des disputes entre ceux qui font le documentaire et James Baldwin. Et c'est assez passionnant parce qu'il y a cette idée vraiment de mésentente totale où très vite, eux, ils veulent qu'il lui parle juste de sa littérature et lui, il dit: «Bah non, ma littérature, c'est aussi c'est aussi la culture noire» et il y a cette idée de traumatisme qu'il a et cette idée qu'il a l'impression qu'en fait les blancs se veulent être des alliés mais ne se rendent pas compte qu'ils continuent à perpétuer des choses qui ne vont pas ou qui font semblant de comprendre et il y a cette idée de mésentente totale qui est impressionnante. Et quand dans un documentaire, dans ce qui devrait être à la base un portrait, on voit que tout commence comme un portrait, mais très vite on nous détourne de ça pour nous parler de différents regards, de ce qui va, ce qui ne va pas, mais dans ces combats, dans ces affrontements, on va dire, verbaux, il y a quand même un brin de vérité, un brin de
de vérité de ce qu'il était vraiment, qui en ressort, de cet homme traumatisé par ces États-Unis qui étaient d'une violence incroyable, qui le sont toujours aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était vraiment, vraiment ça tuait sans frémir. Et c'est passionnant de le voir parler de ce qu'il est et de voir rencontrer des gens, des étudiants américains, parisiens qui sont. C'est vraiment génial. Ça dure que 30 minutes, et là je m'étends beaucoup, mais c'est vraiment un documentaire que je vous conseille car il est court et qu'en même temps est je trouve, d'une véracité et d'une volonté propre à montrer le vrai, incroyable. Vraiment, donc je vous le conseille. Ok. Merci Moubi. Merci Mubi. Et on est d'accord, ça n'a rien à voir avec Alec Baldwin dans Black Landsman. Heureusement. J'ai eu très peur parce que j'avais pas bien entendu James Baldwin, tu vois. Du coup, quand t'as dit Baldwin, j'ai fait non, sérieux, un des frères Baldwin, mais vraiment, mais non. Qui veut rencontrer Ça va. Ah non, vraiment, faut que vous le regardiez parce qu'il est vraiment, c'est vraiment James passionnant. Baldwin est assez passionnant, ouais, en plus, donc. Oui, c'est ça. Et puis en général, tu as les documentaires qui sont souvent, on va dire, bienveillants, où en gros, tu vois pas que des fois qu'il y a des conflits. Et là, on voit tous les conflits. On voit ils ne veulent pas forcément parler de la même chose par moment. On a l'impression qu'il va devenir méfiant envers ceux qui font le documentaire. Et comme c'est des blancs qui font le documentaire, c'est des Français, mais Irlandais et Anglais et britanniques. Donc, tu as ce côté aussi de confrontation, en mode, regarde ce que j'ai vécu, pourquoi je parlerai de mon œuvre, alors que les gens l'aiment, et voilà, c'est eux qui en font l'exégèse, tu vois. Et c'est assez passionnant de voir tout ça, en fait. Ça fluctue, c'est pas, il a fait ça, il fait ça de son œuvre, c'est beaucoup plus loin. Je trouve ça très fort. Merci. Voilà. Et toi Thierry, Alors moi, j'en ai prévu 7. Ou alors une seule, on est 4 là, non. Ah, je me suis dit la semaine dernière, tu m'en as laissé 2, je vais toujours essayer. Non. Alors moi j'ai prévu un film que j'ai découvert aujourd'hui même. Ce matin, pour être exact et précis, tu vois, le matin quand je me lève avant d'aller travailler, je regarde un film, c'est important. Boss level. Exactement. Et je peux remercier du coup Mylène de Welcome to Primetime Beach d'avoir mis en avant ce film et qui fait que je me suis dit tiens, je vais regarder ça. Ça s'appelle Derrière le masque en français et donc en anglais ça s'appelle Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Donc c'est un film américain qui va en fait jouer sur le found footage et le documentaire mais aussi le cinéma de fiction. Et donc en gros pour vous la faire bref, ça c'était dans un univers en fait très contemporain, tout à fait pareil aux nôtres, sauf à la seule différence que tous les tueurs des slashers que vous connaissez, donc les tueurs, donc je pense à Michael Myers, Krueger, ce genre de personnes, existent en fait. On est dans un univers où ils sont canons, où ils ont existé, où par exemple Freddy Krueger n'est pas quelqu'un qui vient en télérêve, mais qui est bien quelqu'un qui tuait les gens pendant leur sommeil et que les gens avaient iconisé de cette manière. Et donc, tous les codes que l'on connaît des slashers sont des codes réels qui sont utilisés par les tueurs. Certains ont des philosophies et tout ça. Et donc, Leslie Vernon est un tueur en devenir qui envoie un mot à une équipe de documentaristes en leur disant « J'ai envie de parler de moi, en fait, donc venez filmer ça. » Donc, c'est une journaliste et ses 2 caméramans qui débarquent pour faire un documentaire autour de ce mec-là qui va leur expliquer donc son fonctionnement. Donc, c'est extrêmement drôle et extrêmement cynique et du coup c'est très méta un peu à la Scream en jouant justement de tous ces codes. Donc du coup le gars leur explique alors donc voilà, je dis je dois attendre qu'il y ait une grande fête, je dois m'armer de tel truc, j'ai pas le droit d'utiliser ça, attention, il faut absolument qu'il y ait 4 personnes, donc il faut qu'il y ait un sportif, il faut qu'il y ait une blonde, il faut qu'il y ait une vierge, c'est celle qui doit me tuer à la fin, voilà. Et le gars a tout prévu et du coup a réussi à recréer un petit peu cette ambiance en stalkant des personnes, en les rendant parano, de manière à pouvoir recréer sa grande nuit où il va devenir le tueur de slasher ultime. Et donc du coup là on est sur le found footage, sur le documentaire et sur l'œuvre de fiction aussi, puisqu'on a les coulisses de ce film où là c'est un film normal avec ces documentaristes qui se disent au bout d'un moment est-ce qu'on le laisse réellement faire. Donc le défaut du film c'est que ça se transforme après en slasher classique sur son dernier acte, mais la proposition est super intéressante et ça se fout totalement de la gueule de ça aussi. Ça dit aussi clairement que les codes du slasher sont totalement surinés et sont un peu trop exploités et qu'il est peut-être temps de les renouveler. Donc justement en disant clairement on les connaît tous par cœur, même moi je les reproduis de cette manière-là, c'est une façon de me faire réfléchir à ça. C'est très drôle et très original. Ça me fait penser aussi à La cabane dans les bois, le fait dont on refait... c'est ça. En tout cas dans la volonté méta de jouer avec les codes du truc et de te demander si t'es toujours dans une fiction ou si t'es dans quelque chose d'un petit peu trop commun, ça joue là-dessus. Ouais. Ok, Derrière le masque. On note. Et toi, Thomas? Alors moi, Marocco, on est dans l'aventure, on est dans l'exploration, on va sur des films sur lesquels on serait peut-être pas allé spontanément. La caverne de la Rose d'Or.
Comment? La caverne de la Rose d'Or. Non, je le connais pas celui-là. What? Ah, quand même. Ah Oh, écoute, il y a ça. Hein. Waouh. Non, j'ai hésité entre deux recos, mais je vais utiliser celle que j'avais gardée sous le coude la semaine dernière. Bon, avec Un prince à New York 2, je savais qu'à Thierry, on pouvait pas trop imposer plus de films grand public, hein, c'était déjà beaucoup. Donc celui-là, je l'ai gardé en reco, j'ai pas voulu l'imposer à l'équipe celui-là, parce que je savais pas sur quoi j'allais tomber, je me suis dit, j'y suis allé vraiment à l'aventure, et c'est pour le feeling, parce que c'est un film, quand j'ai vu la bande-annonce, au début, ça m'a fait marrer. Bon, c'est une histoire avec un écureuil, super héros. Bon, okay, ça avait l'air gentil. Et puis dans la bande-annonce, j'ai vu Danny Pudi, qui est Abed dans Community. Et là, j'ai fait, ok, il faut que je voie ce film absolument. Ce film, c'est Flora et Ulysse sur Disney+. Alors, bon, ça sera pas le grand chef-d'œuvre, hein, je vous préviens tout de suite, Thierry. Si tu le manques, c'est pas grave. Je ne t'en voudrais pas. Mais c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais tellement à un Timmy Fowler 2, si tu veux, que... Et comment est-ce qu'on peut se résoudre à se dire qu'on va peut-être voir un Timmy Fowler 2? C'est triste. Mais tu sais qu'on aime se faire du mal, Thierry. C'est vrai. On aime les films de Kenneth Branagh quand même, tu le sais. On les aime pas, on les regarde, c'est pas pareil. Oui, mais il y a un petit plaisir, tu sais. Du coup, je suis tombé sur ce qui est finalement un film Disney+, mais qui est le croisement de ce qu'est Disney actuellement, en fait. C'est-à-dire que on a un film familial avec une famille recomposée avec les parents divorcés. Enfin, une famille recomposée. Une famille avec les parents séparés, c'est compliqué. Puis la fille, bon voilà, donc c'est difficile. Donc c'est du live action, mais en fait, il y a quand même du super-héros. Donc il y a quand même des personnages de comics. Donc il y a un peu de Marvel. Et puis il y a un peu de saupoudrage de licences un peu partout. Bon, alors ça reste du film familial, du téléfilm qu'on a fait pour la plateforme, hein, j'ai bien compris, mais il y a des bonnes surprises un peu partout. Il y a notamment Alice Hannigan qui est là, qui joue la maman. Oui, voilà, celle qui est dans Buffy contre les vampires ou I Met Your Mother. Oui, c'est elle est là. Dans American Pie, voyons. Ouais, aussi, bien sûr, elle joue de la flûte, effectivement. Elle club de flûte. Les souvenirs, évidemment. Les vrais savent. Blague de vieux. Et donc je suis assez content. On a une petite fille qui est fan de comics et de super-héros et sa mère qui essaye de lui faire lire des bouquins à l'eau de rose. Des vrais livres. Des films des vrais livres, des livres de Jane Austen, ça la fait chier. Oh. Et il y a un peu d'humour, c'est ça. Et la mère est elle-même autrice de ce genre de livres, de bouquins un peu de romance. Et d'ailleurs, c'est elle qui a écrit 365 jours. Alors, je sais pas loin, mais elle a une récompense. Elle a un Jack and Rose qui est, en fait, c'est une statuette qui représente Jack et Rose de Titanic en train sur le bout sur l'avant du bateau, en train de faire Je suis le maître du monde, et elle y tient beaucoup. Donc, c'est un des sketchs du film. Non, et visiblement, il y a un écureuil qui est super bien fait. Il y a, on reste dans quelque chose qui est formaté quand même. Il y aura pas de grosses surprises si vous avez vu ce genre de choses. Mais si vous avez des gamins, c'est un film à voir en famille qui passe bien l'après-midi. Il y a des refs un peu partout, voire peut-être même un peu trop. On se pose la question si c'est pas un peu trop, mais voilà, ça passe bien. Oh my god. Une ref partie, oui, oulala, une partie de ref. Voilà, merci Marwan, merci. Mais ouais, j'étais plutôt agréablement surpris. Alors évidemment, je mettrai pas 10 sur 10 sur les sites de notation, faut pas déconner, mais je suis tellement agréablement surpris, ça fait partie des trucs qui surnagent. Voilà, ne vous abonnez pas à Disney+ pour ça. Non, c'est pas la peine. Mais si vous savez pas quoi mater, voilà, vous avez fini WandaVision par exemple. Voilà. Ou High School Musical. Vous savez pas quoi mater avec votre petit neveu, ça fera l'affaire, ça sera très bien et vous passerez plutôt un bon moment aussi. Puis l'écureuil, il est trop mignon, puis il est super balèze, il a des super pouvoirs, et il est trop balèze. C'est pas un argument ça. Si. Là, l'écureuil, il est mignon, c'est un argument. Si. Parce que l'ours de Timmy Fowler, bon, lui, il était pas mignon, du coup, c'était pas un argument. Voilà. Mais... ça joue sur les sentiments de Thomas, là. Danny Pudi, quoi. Et ben oui, qui joue l'antagoniste, qui joue le responsable de la fourrière et qui chasse les écureuils parce qu'ils ont la rage. Et du coup, voilà, il essaye d'attraper Ulysse l'écureuil, tu vois. C'est l'antagoniste. Ulysse.
Et oui, en plus, on a tous les schémas du super-héros avec, c'est ça, l'origin story, les pouvoirs, il découvre ses pouvoirs, tout ça. Non, il a des sidekicks. Il y a le petit voisin qui est aveugle, comme la moitié des sidekicks, mais qui développe ses sens. Mais voilà, c'est comme ça. Mais déjà que dans la vraie vie, les écureuils, c'est hyper mignon, alors j'imagine, là, avec le coup de stylo, ils ont dû aller à fond, quoi. Ben en fait, il est en CGI, il est modélisé réaliste, quoi. Mais bon, Ouais. il est dans les effets de fourrure qui sont plutôt bien fichus. Et ouais. Ouais. Et la gamine n'est pas aussi tête à claque que... je renvoie à Timmy Failure à chaque fois, parce que c'était vraiment la failure pour le coup. T'es traumatisé, Thomas. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est une revanche sur la vie, j'ai envie de dire. Offerte par Disney, s'il te plaît. Ouais, non, alors ça va. On va le... Non, si vous avez 6 balles que vous savez pas quoi faire, allez sur Outbuster plutôt que Disney. Hein, voilà, je suis d'accord avec Thierry, mais enfin, bon, voilà. Après, pour le petit neveu Outbuster, je sais pas. Les sushis zombies, je sais pas si ça marchera. C'est rigolo, les sushis zombies. Alors, c'est très lourd en plus, hein, mais ça peut faire rire les gamins. À voir, c'est à vous de voir. C'est vous qui gérez l'éducation des gamins, on ne s'immisce pas là-dedans. Merci à vous. Merci, chers amis, pour ces magnifiques recos et ces magnifiques films aussi. On vous a parlé aujourd'hui d'Un Prince à New York 2 sur Prime Video, de The Invention of Love sur Outbuster et de la 4e alliance de Dame Marguerite sur Netflix. La semaine prochaine, encore plein de beaux films, encore une très très belle émission que vous pouvez retrouver sur votre application de podcast préférée, à écouter, réécouter en boucle. Et maintenant, avec le nouveau chapitrage, vous pouvez même réécouter le chapitre, le film qui vous intéresse en boucle, éternellement, comme ça, autant que vous voulez. C'est magnifique. Il y a même, on n'arrête pas le progrès, il y a même une application Tumult sur laquelle vous pouvez commenter l'épisode à la minute près, à un instant précis. Voilà, vous pouvez faire ça. Ah oui, et après on regarde les commentaires. Vous pouvez aussi commenter sur Podcast Addict et Apple Podcast, hein, mais ça sera un commentaire plus global. On le lit aussi, ça nous fait plaisir également. Vous pouvez également commenter sur les réseaux sociaux, bien sûr, Twitter, Facebook et Instagram, CLAAC Podcast, CLAAC Podcast. Toujours, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. On est toujours là, toujours présent, toujours debout. Toujours. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. C'est trop facile, je tends la perche, ça il y va. ressemble vraiment à ça en concert. Hein. Et ça, c'est sa doubleur voix, ça, hein, que je connais. Parce que je l'ai vu en live, il arrive. Le vrai Renaud, c'est juste faire. Le cher, il arrive pas au bout de la strophe. Bon. Et oh mon jaune. C'est lamentable de finir sur ce genre de choses. Ça va beaucoup trop loin. C'est nous les têtes à claque. Renaud n'a jamais été si pertinent que quand il se bourrait la gueule, quoi, désolé. C'est méchant. Bref. Il est temps d'en finir, donc merci chers amis, merci Yassa. Merci Thomas. Merci Marwan. Merci Thomas. Merci Thierry. Yeah, thank you baby. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Putain, j'ai laissé l'alarme. Je suis requinqué, remis sur pied, sur le guibole, ressuscité. Est-ce que Eddie Murphy, c'est pas un peu le Renault aussi de Oh, mec, en fait, c'est pas tout même, il fait. Il tient le coup au moins. Non. C'est sûr. Cela dit, c'est vrai qu'on en a pas spécialement parlé. Moi, je l'ai pas trouvé très bon, Eddie Murphy. J'ai trouvé que Arsenio Hall, au moins, faisait vachement bien le taf. Mais que lui était. Voilà. Hein. Oui, bah ça, c'est le botox. Il peut pas faire les grimaces comme avant, Eddie Murphy. C'est totalement ça. Oh, c'est con, hein, vraiment. Avec le petit bidon et tout, tu vois, c'est. Mais c'est vrai que. Ah oui, oh, c'est ça, le bidon. Autant il n'était pas sculpté en 88, autant là, ouais, non, tu sens que. Oh, ça après. Il a du plomb dans l'aile, là. C'est si bien dit. Du plomb dans l'aile. Voilà. Ah ouais. Et l'eau dans les guibolles. Les guibolles. Les guibolles.
Bon, bah, c'est un enregistrement pas trop mal. Qu'est-ce que... Paul- Non, j'avais parlé vite fait de Icarlot, mais on a déjà assez parlé la semaine dernière, donc je pense que c'est bon. On De coupe. quoi, Icarlot? Non, parce que de... Icarlot, j'ai réalisé dans la semaine, ok, en fait, après l'enregistrement, que on n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire que tout ce qui nous dérangeait, en fait, c'est parce qu'on l'a regardé avec notre point de vue. Et je pense que la cible du Certes. film, c'était plus le mec à la casquette à la fin du film que nous, en fait. Ouais. Et du coup, mais par contre, du coup, le film est mieux fichu, Mais tu parles que de la f- mais il tu a une parles que de intention la fin. dégueulasse. Du coup, voilà. Non, mais du coup, tu parles que de la fin, Ah non, finalement. je parle de tout Non, le tu film. parles de tout le film. Je parle de tout le film. Parce que, Ah ouais? par exemple, qu'est-ce que vous pensez quand on dit la valorisation, quand on parle l'héroïne, c'est une femme forte, elle a son entreprise, elle se laisse pas démonter par les mecs, donc quand un mec essaye de la valoriser, elle l'enfonce, elle dit non, mais moi je suis une femme et je me laisse pas faire et tout, mais en fait, elle le fait sur le pauvre gars qui s'est fait priver de sa famille à ce moment-là, donc qui voit ça, qui lui pour le coup voit ça très très mal. C'est un personnage moderne dans le sens où elle est notamment elle est lesbienne avec une latina, donc qui pour justement le fameux mec à la casquette, c'est pas forcément pour les lecteurs républicains de base moyens, c'est pas forcément une image positive. Et on voit ce personnage-là qui se sert du système et qui l'utilise à ses profits et contre le citoyen américain, le pauvre gars qui a profité et qui va rendre la justice, comme l'a dit Thierry, et là ça dérange, avec son gun à la fin. Parce que c'est la seule moyenne de... J'ai l'impression que c'est un film qui a été fait avant que ça n'arrive, mais pour les mecs qui envahissent le Capitole, tu vois. Et c'est en ça que je dis que... Je suis pas certain, mais c'est une lecture intéressante en tout cas. Ouais. Et du coup, je me dis, en fait, ça fait que le film est plutôt mieux fichu et mieux écrit que ce qu'on pensait, mais pour des intentions qui sont vraiment pas top. Et voilà. Oui, ça, c'est limite pire, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est pas beaucoup mieux. Mais c'est en remettant les pièces du puzzle, je me dis, mais merde, mais en fait, ouais. C'est une autre grille de lecture, ouais, tout à fait, franchement. Après, je l'avais pas vu comme ça. Je sais pas, parce que sachant que Rosamund Pike est une nana un peu engagée dans ce genre de propos, dans tout ce qui est mouvement féministe ou quoi que ce soit, je la vois mal accepter, ou alors elle est pas au courant, tu vois, mais accepter quelque chose dans la cible pourrait être ça. Après, c'est ça, mais on lui a vendu un personnage féministe fort, tu vois. Ouais. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, c'est intéressant comme lecture. Ouais, franchement, je l'avais pas vu comme ça, mais il y a de quoi creuser. Bon, enfin, en même temps, on va pas creuser sur Icarlot non plus pendant des plombs, mais... Ouais, non, oui, voilà, faut pas non plus, je pense qu'il y a d'autres films à aller aborder, voilà. On est maso quand même sur certains trucs, on aime se faire mal. Après, franchement, c'est pas ce que j'ai vu de pire, Icarlot. Ah oui, non, mais tout à fait. Hein. Non, ça se tout à fait, non. Il y a pire, hein, c'est sûr. Hein. Regarde, demande à Thierry comment il a vécu le prince à New York. Cacaboudin. On peut couper ou pas l'enregistrement? Quoi? Allô? Je me demandais si on peut couper. Oui, on coupe l'enregistrement. Je pense qu'on peut couper. Non, on coupe pas parce qu'à chaque fois qu'on coupe, on dit des trucs intéressants selon Thomas et après il ronchonne parce que ça n'a pas été enregistré. Là, on est à 2 heures d'enregistrement. Je pense qu'on est bon là. Alors, allez, on coupe. Je sais que dès qu'on va couper, ça va être fini, mais voilà. En plus, c'est quoi dans 22h32? Ça y est, Craig est parti. Oui. Oui, en wave, 24 bits si possible. Des bits. Alors ça, c'est la vraie assassin, c'est pas moi. Je vous avais dit qu'il fallait... Voilà. Je vous l'avais dit. Je le savais. Et en plus, tu l'auras pas sur ma piste parce que j'ai arrêté aussi. Je suis fier en plus, c'est impressionnant. J'espère que Craig a fonctionné du coup. J'espère. En tout cas, c'était bien cool. Même les films et tout, même si j'ai pas du tout aimé le film allemand, mais il y a quand même des trucs intéressants, je trouve.
On est bien, voilà. On va pouvoir faire le petit clac, même si ça sert pas à des masses, à grand chose avec le ping, ça va bouger tout le temps. Mais on le fait quand même pour le plaisir de le faire. Donc... Pour le plaisir d'avoir le temps de France. Ah, Herbert Léonard. Sur des paroles de Julien Lepers. Bordel de merde, Herbert Léonard, alors qu'il y a Craig fait chier. Les grandes chansons. Moi, je sais pas si vous le savez, mais je l'ai déjà vu Herbert Léonard en concert gratuit à 14 juillet sur une plage ouais. dans le nord, à côté d'un camping. Mais... Ça lui faisait plaisir d'être là. Non, personne savait qui c'était. C'est quand il a chanté pour le plaisir à la fin du concert qu'on a capté. Ah, c'était lui. C'est ça. Magnifique. Ah mais c'est vrai. Ah mais j'avais complètement zappé. Je me disais pourquoi ça se lance pas. C'est juste pour ça que j'ai proposé ce film. C'est juste pour ce moment-là. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie avant de faire prière de soir. De soir, boogie woogie, pas de boogie woogie. Vous avez reconnu, c'était un extrait de la 4e alliance de Dame Marguerite. avec Eddie Mitchell. Non, Eddie Murphy. Le retour d'Eddie Murphy. Film donc scandinave de 1900.